Chapitre 13. Paul fit prestement le tour de son comptoir et serra Malika dans ses bras. Il avait l'impression de retrouver une amie de longue date. La joie intense qu'il éprouvait à revoir son autostoppeuse le surprit, mais il s'y abandonna avec délice. « Doucement !» fit-elle en riant. « Tu vas l'étouffer !» Les paillettes d'or dans ses yeux bruns étincelaient comme des étoiles au firmament. Entr'ouvrant son épaisse parka, elle désigna le petit paquet emmitouflé, affalé contre son sein. « Voici Léo !» fit-elle fièrement. « Il aura 1 mois demain. » Le ventre de Père Noël, c'était donc ça. Paul parvint tout juste à distinguer 3 cm² de joues parmi les nombreuses couches de vêtements. « J'ai fini ma journée, » dit Paul. « Veux-tu que nous allions boire un thé quelque part ?»« Ah, zut !» répondit Malika contre toute attente. « En fait, je venais comme cliente. Je ne pensais pas du tout tomber sur toi. » Malika expliqua en quelques phrases qu'elle habitait actuellement la ZUP de Colmar, où une amie avait accepté de l'héberger temporairement avec Léo. Chez mes sœurs, ce n'était juste pas possible. Déjà comme ça, ils se marchent dessus. Alors avec un bébé, même pas en rêve. « Et donc tu es venu pour ouvrir un compte ?» fit Paul par réflexe professionnel. « Sauf que je ne vois pas avec quoi je ferai le premier dépôt. » répliqua Malika dans un éclat de rire. « Non, en fait, mon projet est à peine moins ambitieux. Je cherche la banque assez givrée pour prêter des sous à une beurette SDF, fille-mère, fauchée et en reconversion professionnelle. Comme l'espoir fait vivre, j'en ai déjà essayé quelques-unes qui m'ont toutes répondu très poliment qu'elles allaient soumettre mon dossier à leur hiérarchie. Tu étais le dernier sur ma liste pour aujourd'hui. Quelle belle surprise de te retrouver. Je n'imaginais pas te revoir un jour. Alors comme ça, vous vous êtes installé en Alsace? Comment va Léa? » Tout à fait réveillé à présent, Paul lui approcha un siège et l'invita à s'asseoir. « Elle va bien, merci. Elle sera très heureuse d'avoir de tes nouvelles. Quand nous t'avons déposé devant chez ta sœur, on a complètement oublié de prendre tes coordonnées. On a failli faire demi-tour pour une sonnette partie dans l'immeuble, mais on était trop à la bourre. Léa et moi avons souvent pensé à toi depuis. On espérait que tu allais bien. » Tu vois, je suis en pleine forme. J'en ai un peu bavé en fin de grossesse, mais maintenant, c'est le bonheur, ou presque. La galère mise à part, bien sûr. Et si tu venais passer le week-end chez nous à Mulbar, avec Léo? Tu pourrais nous raconter tout ça au coin du feu. Ça ferait très plaisir à Léa. Et à moi aussi, ajouta-t-il avec plus de conviction qu'il l'aurait voulu. Pourquoi pas? Je suis libre comme l'air. Il faut juste que je prévienne Samira, la copine qui m'héberge. Veux-tu l'appeler? Proposa Paul en lui tendant son téléphone. Malika déplia un petit papier et composa le numéro qui y était inscrit. Pendant qu'elle expliquait que Léo et elle passeraient la soirée et probablement la nuit chez des amis retrouvés par hasard, Paul fit le tour de l'agence en suivant scrupuleusement la procédure d'extinction et de fermeture. Lorsqu'ils se retrouvèrent sur le trottoir, Paul précisa. « Je suis en train. Ça ne te dérange pas de marcher jusqu'à la gare ?» Tu rigoles? Je fais des kilomètres tous les jours. C'est ça le secret de mon physique de rêve. Ajouta-t-elle en riant à pleines dents. Elle se rembrunit subitement. Par contre, pour le billet, si tu pouvais... Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Ils firent quelques pas en silence. Et pour Léo, comment te débrouilles-tu? Resto du cœur. Sans eux, on serait foutus tous les deux. Paul repensa aux dons faramineux faits par le CCC et se réjouit qu'il puisse servir à Malika ou à d'autres jeunes mamans en situation difficile. Pris d'une inspiration subite, il ajouta. Veux-tu que nous fassions quelques courses en passant? Tu as sûrement besoin d'affaires pour le petit, du lait, des petits pots. Non, t'inquiète, je l'allaite. Son prochain repas l'attend bien au chaud sous mon pull. Et puis, je te rappelle qu'à 1 mois, on ne mange pas de petits pots. Je sais que c'est loin pour toi tout ça, mais quand même. Le taquina-t-elle. Ouais, mais les couches. Non, c'est bon, j'en ai 6 dans le sac à langer. Ça suffira jusqu'à demain. Si jamais j'ai une copine dans le village dont le petit a 7 mois et demi, elle pourra nous dépanner. En montant dans le train, Malika proposa que durant le trajet, Paul lui raconte l'installation en Alsace, leur intégration, son nouveau boulot, le lycée, bref tout ce que Léa connaissait déjà. Ensuite, à Mulbar, elle leur parlerait de sa vie à elle, de son parcours depuis le trajet commun au mois de mars, comme ça elle n'aurait pas à tout répéter pour Léa. Lorsque la jeune fille entendit la voix de Malika dans l'entrée, elle dévala l'escalier comme une tornade et se jeta dans ses bras. Cette fois, c'est Paul qui réfréna ses ardeurs. « Eh, vas-y, mollo, il y a du monde dans sa parka. » À peine déballé, Léo fut kidnappé par Léa, qui s'extasia devant sa frimousse, ses ongles minuscules, ses cheveux noirs et drus qui rebiquaient sur le haut du crâne. « Mais c'est un petit punk, ma parole !» s'amusa-t-elle. Oui, no future.
Ça lui va bien, vu comme on est partis dans la vie tous les deux. Fit Malika avec un petit sourire. Mais il est en forme, c'est déjà beaucoup. Viens, on va s'installer à la cuisine. Proposa Léa. La soupe est sur le feu. As-tu faim? Le regard gourmand qu'elle lui retourna en disait long sur l'appétit de la jeune maman. Dans les bras de Léa, le nourrisson commençait à donner des signes d'impatience. Pour lui aussi, le dîner serait le bienvenu. Déployant le sac à langer, Malika le changea sur la table de la cuisine. Le rayonnement de la cuisinière à bois toute proche lui fit manifestement un bien fou. Il sembla se détendre subitement. Les deux femmes passèrent un long moment à lui masser les pieds, les mains, le cou, le ventre. Les yeux luisants et grands écarquillés, Léo réagissait à chaque stimulation. Sa petite bouche s'entrouvait et se fermait en cadence, alors que ses lèvres semblaient vouloir articuler des paroles qui ne trouvaient pas encore leur chemin. Puis la faim se fit trop pressante et l'impatience prit le dessus. Le temps que Malika finisse de le rhabiller et s'installe pour lui donner le sein à califourchon sur le banc, Léo se mit à pousser des cris stridents de sa petite voix aigrelette. Les premiers instants de la tétée se firent dans un profond silence, à peine traversé par les inspirations du bébé et de très légers bruits de succion. Malika, les yeux fermés, semblait recueillie comme si elle méditait. Lorsque Léo, partiellement rassasié, commença à tétouiller plus légèrement, elle prit la parole. « Heureusement que nous avons ça, tous les deux. Quand je le nourris, il n'y a plus que nous au monde. Plus d'angoisse, plus de galère, rien que de l'amour et de la confiance. Je le remplis de vie, je lui donne la force de tout affronter, et même si moi j'ai le ventre creux, je sais que lui ne manquera de rien. C'est magique. » Pendant que Malika berçait son enfant repu pour l'endormir, Paul improvisa un coup fin en plaçant un oreiller dans une corbeille en osier. Lorsque Léo fut profondément assoupi dans ce petit nid douillet et que Léa eut servi le potage odorant, elle entama son récit. Elle leur raconta les débuts à Haute-Pierre, avec la peur de voir débarquer Kevin et sa bande de brutes, et comment sa sœur et son beau-frère étaient tiraillés entre l'envie de l'aider et la peur de s'attirer des ennuis. Surtout qu'ils avaient dû mentir à Jamel en prétendant qu'ils n'avaient pas vu Malika. Ils craignaient par-dessus tout que la rumeur de sa présence auprès d'eux ne remonte jusque dans le 9-3 par le bien nommé téléphone arabe. Par exemple, si une de ses ex-voisines avait pris contact avec une famille de Haute-Pierre dans l'intention louable d'avoir de ses nouvelles. Ne voulant plus être une charge ni une menace permanente pour les siens, Malika avait prétendu qu'une amie d'enfance avait offert de l'héberger et avait quitté Haute-Pierre. Elle était encore très défigurée, ce qui lui avait en quelque sorte rendu service. Elle n'avait eu aucune peine à émouvoir les passants et à leur soutirer quelques pièces. Elle avait donc vécu dans la rue, à la faveur d'un printemps particulièrement agréable. Début mai, elle avait fait un sérieux malaise durant la nuit. Des passants, la trouvant inanimée dans le caniveau au petit matin, appelèrent le SAMU. Il s'avéra qu'elle était victime d'une intoxication alimentaire. À l'hôpital, où sa grossesse fut confirmée, on l'orienta vers un foyer pour mères célibataires sans revenus. Là, elle put enfin se stabiliser et même démarrer une formation professionnelle. Dans quel domaine? S'enquit Léa, que le récit de leur amie avait bouleversée. J'ai suivi un summer course intensif en conseil conjugal et familial dans une boîte privée. Ça coûtait un bras, mais la directrice du foyer a réussi à me faire obtenir une bourse grâce à un programme socio-éducatif destiné aux personnes en réinsertion. J'ai bossé comme une malade. En un seul semestre, j'ai obtenu une équivalence de BTS, un vrai miracle. Heureusement qu'à Paris, j'avais quand même eu mon bac de justesse et commencé un DUT d'économie familiale et sociale. Ils ont réussi à retrouver trace des partiels que j'avais passés juste avant de décrocher. La commission qui suivait mon dossier a estimé que cela suffisait pour valider les compétences de base en sciences sociales et me permettre de passer le reste du BTS, conseillère conjugale, en session de rattrapage. J'arrive à peine à y croire aujourd'hui. Vous n'avez pas idée comme certaines personnes se démènent pour tirer les gens de la galère. Ceux qui crachent sur notre société de merde feraient bien de se renseigner un peu. Mais c'est vrai qu'il faut bouffer du lion pour s'en sortir. Ça sera toujours plus facile de rester à glander et à se plaindre. Surtout, je dois aussi beaucoup à Samira, avec qui je vis en ce moment. Elle n'a pas arrêté de m'encourager, de me dire de me battre, que si j'y arrivais, ce serait la meilleure vengeance contre Kevin et tous les salauds de son espèce. Elle m'a proposé spontanément de venir chez elle à Colmar, parce qu'au foyer, pas moyen de bosser. C'était tout le temps tendu. Il y avait des filles vraiment frappées, des toxicos qui passaient des nuits à hurler parce qu'elles étaient en manque. Elles se seraient entretuées pour un paquet de clopes ou une bouteille de shampoing. J'avais peur qu'elles puissent approcher mon bébé une fois que j'aurais accouché.
Tu ne nous as pas dit comment tu as rencontré Samira? souligne Léa. Par le BTS. On a suivi la même formation toutes les deux, sauf que pour elle, c'était une mise à niveau payée par son employeur. Elle avait déjà un job de conseillère en insertion à mi-temps dans une asso colmarienne et un petit appart dans la ZUP. La galère, elle a connu elle aussi. Le tapin, la dope et finalement la tôle parce qu'elle dealait un peu pour joindre les deux bouts. C'est en prison qu'on a repéré ses bonnes capacités et qu'on l'a reprise en main. Pour elle, ça a été une vraie chance. Mais Léo, dans tout ça, tu devais être enceinte jusqu'aux yeux. Releva Léa. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai passé mes examens du 6 au 9 novembre et j'ai accouché le 15. Tu disais que tu avais eu des soucis en fin de grossesse? Se rappela Paul. Oui, ça a été chaud, c'est le cas de le dire. Le dernier jour, pour l'épreuve de psycho, je me suis pointée au centre d'examen avec 40 de fièvre. Je pensais avoir simplement pris froid, mais en fait, j'ai fait une infection assez grave. Avec le surmenage et le stress des examens, je repoussais le moment d'aller voir le toubib, surtout que je n'étais pas à la sécu. Je ne voulais pas demander d'argent à Samira, avec tout ce qu'elle faisait déjà pour moi. C'est elle qui m'a conduite aux urgences le soir même, avec la voiture d'un pote, en voyant que je ne tenais plus debout. Là, j'ai eu droit aux antibiotiques en perfusion jusqu'à l'accouchement, plus une semaine d'observation. Mais il paraît que j'ai récupéré à une vitesse incroyable. Et surtout, Léo est né en pleine forme. Les toubibs craignaient qu'il ne fasse une pneumonie à la naissance. Là aussi, j'ai rencontré des gens super qui se sont démenés pour moi et m'ont prise en charge alors que je n'avais pas un rond. Et depuis, tu cherches du boulot? Oui, dès que j'ai pu me remettre sur pied, j'ai commencé les entretiens. Quand j'avais des rendez-vous, Samira me gardait Léo pour la matinée, car elle ne bosse que les après-midi. Mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Je pense que c'est le maire célibataire qui fait peur. Les gens se disent que je vais manquer un jour sur deux, quand le petit fera un rhume ou ses dents. Et puis, certains exigent le permis de conduire pour les visites à domicile. Ça c'est sûr, le permis c'est indispensable. S'exclama Léa en surveillant son père du coin de l'œil, mais il ne broncha pas. C'est sans doute pour le financement de tes leçons de conduite que tu as poussé ma porte tout à l'heure. Supposa Paul. Non, même pas. Je vois plus loin que ça. Je vais m'installer comme conseillère familiale libérale. Bien sûr, mon diplôme n'est qu'un début. Il faut encore que je me forme, mais ça ne me fait pas peur. Et puis ça vaut la peine. Il y a tellement de gens qui pourraient repartir du bon pied s'ils trouvaient l'aide dont ils ont besoin au bon moment. À l'évocation de son projet, ses yeux pétillèrent encore plus qu'à l'accoutumée. Paul et Léa admirèrent la détermination de cette femme exceptionnelle qui à aucun moment n'avait baissé les bras devant l'adversité, que ce soit face à la violence stupide de Jamel pendant sa galère dans la rue ou pour surmonter son retard scolaire et décrocher un diplôme. Paul espéra de tout cœur qu'elle réussisse à convaincre une banque de lui donner sa chance et commençait à imaginer un argumentaire qui lui permettrait de faire passer son dossier auprès de sa propre hiérarchie. Mais il ne se faisait guère d'illusions quant à ses chances de réussite, l'audace et l'humanisme n'étant pas les valeurs principales de la filière. On ne pouvait même pas leur en vouloir, à époque morose, banque frileuse. À moins que ce ne soit le contraire. Qui de l'œuf ou de la poule était là en premier? Au même moment, à l'avant-dernier étage d'un immeuble résidentiel de Poissy, Anna Ziegler déballait son dernier carton de livres. Une ombre de tristesse voila son regard vert au moment où elle plaça sur une étagère les romans d'Éric Emmanuel Schmitt qu'elle s'était achetés peu avant de déménager. Pourquoi l'homme du train n'avait-il jamais téléphoné? Croisant son reflet dans le miroir, elle maudit ses taches de rousseur et son museau pointu. Sûre qu'elle n'avait pas su lui plaire. Ou était-ce le fameux coup de boule qu'il avait perdu? Elle se força à penser au surlendemain. Dès lundi, elle démarrerait dans ses nouvelles fonctions chez Hydrix. Un frisson, dû autant à l'excitation et à l'appréhension qu'à la température frisquette, parcourut son échine. Plutôt seule avec un bon job qu'amoureuse et en fin de droit, se répéta-t-elle pour la 12e fois de la journée. À l'autre bout de la terre, dans un bel appartement avec vue sur le mont Fuji, Lionel pianotait nerveusement sur son ordi portable. Il ne pouvait tout simplement pas croire les chiffres affichés sur son écran. Il devait y avoir une erreur. Il passa plusieurs fois la main sur son visage, perlé de sueur. Are you okay, sweetheart? Susurra la splendide Rwandaise, vautrée près de lui sur le canapé. Shut up. Aboya-t-il les yeux hors de la tête. Clear off. La jeune femme se leva, enfila ses escarpins sans un mot, ramassa son sac à main et se dirigea vers la porte d'entrée de sa démarche chaloupée que 3 coupes de champagne et un rail de coke rendaient légèrement vacillante. Chapitre 14. Vu son retard de sommeil, Paul avait dormi comme une masse. Il lui fallut 20 secondes pour identifier l'origine de la sonnerie qu'il avait tirée des bras de Morphée.
Il s'étira pour attraper son pantalon et en extirpa son portable. Allô? Articula-t-il d'une voix pâteuse. Paul, je te dérange? Lionel? Non, tu me déranges pas, que se passe-t-il? Je ne m'attendais pas. Oui, je sais, j'appelle tous les 32 du mois, mais là, j'avais vraiment besoin de t'entendre. Des soucis? Ça se pourrait. Disons que j'ai besoin de faire un break et... Comme je n'ai pas encore vu la splendide maison dont j'ai fait l'acquisition l'an dernier, je viendrais bien vous faire une visite à Mulbach. Mais c'est une super idée. Quand penses-tu venir? Demain, c'est possible? Ça pose un problème? Non, bien sûr, mais c'est si soudain. Tu es sûr que tout va bien? Je te raconterai, j'ai un vol pour Paris dans 4 heures. J'arrive dans la nuit. Je prendrai le TGV demain matin. Il y en a un qui quitte Paris à 8h25, il arrive à Colmar à 11h30. Ça irait pour toi? Oui, j'ai bossé hier, donc j'ai mon lundi. Si tu veux, tu as une correspondance à 11h40, tu seras à Mulbach à 12h15. Mais je peux aussi te chercher à Colmar en voiture. Non, ne t'embête pas, je viendrai en train. Je ne pensais pas qu'il fallait moins de 4 heures en tout. Alors c'est entendu, je débarque demain? Ok, fais bon voyage. On se réjouit de te voir ici. À demain, ciao! Paul resta abasourdi un moment, assis sur le bord du lit. À la cuisine, il retrouva Léa et Malika en grande conversation, tandis que dans son couffin improvisé, Léo observait, fasciné, la louche en fer blanc suspendue par une ficelle à portée de ses petites mains qu'il venait de faire tournoyer en la frôlant du bout des doigts. « Alors, bien dormi ?» lança Léa avec une pointe d'ironie. Paul embrassa les deux jeunes femmes et jeta un coup d'œil à la pendule. 10h36. Record absolu depuis 5 ans au moins. Oui, mais je me demande si je suis vraiment réveillé. Ou si je dors encore. Devine qui déjeune avec nous demain midi. Je viens de l'avoir au téléphone. Je sais pas moi, la rouquine qui bouquine? À l'évocation de Sourisette, une boule se forma dans la gorge de Paul. Non, quelqu'un de la famille. Par déduction rapide, la famille à ce jour comptait exactement 3 personnes, dont son père et elle. Léa sut immédiatement de qui il s'agissait. Quoi, Lionel? Il débarque demain? Ça, c'est un scoop, en effet. Et d'une, qu'il prenne des vacances, et de deux, qu'il ait choisi de les passer au fin fond de la Cambrousse. Et ça l'a piqué comme ça, du jour au lendemain. Ça ne me dit rien qui vaille. Apparemment, il y a un gros lézard. Il a besoin de se mettre au vert quelque temps. Il n'a rien voulu me dire, mais il avait l'air très agité. Ça ne lui ressemble pas. J'espère qu'il n'a pas fait de conneries. T'inquiète, c'est pas le genre voyou, ton frangin. Je sais, mais avec la vie qu'il mène, il n'est pas à l'abri d'une boulette. C'est bien beau de jongler avec les milliards, mais quand ça te pète au nez... Ton frère est trader? S'enquit Malika. Oui, un truc comme ça. Il fait des investissements pour le compte d'un fonds de pension américain. C'est le genre de type qui vampirise les boîtes et les lâche une fois qu'elles sont bien saignées. Résuma la jeune femme. Il m'a toujours assuré qu'il ne faisait que des investissements propres, sur des valeurs qui font effectivement de la croissance, et qu'il ne bouffait pas ses partenaires. Tondre le mouton en douceur pour qu'il se laisse faire, c'est ça la formule. Mais j'avoue que je suis sceptique. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je reste persuadé que lorsqu'il devient une finalité en soi, il y a un péril dans la demeure. Le genre ivresse des sommets, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est comme la dope. Plus on en prend, plus on en veut. Moi ça va, côté thune, j'étais déjà très sobre avant, mais là je suis totalement sevrée. Ajouta-t-elle avec un grand éclat de rire qui gagna immédiatement Paul et Léa. Je rigole. Fit-elle soudain sérieuse. Mais devoir compter sur la générosité des autres, ça me tue. Je l'accepte avec reconnaissance, mais pas question que ça dure. C'est juste une passe difficile. Parle-nous de ton projet. Proposa Paul en coupant du pain, tandis que Léa servait la tisane du matin. C'est simple. Il me faut juste un local et un peu de pub. Sinon, je n'ai pas besoin de grand-chose. Un téléphone, éventuellement un ordi, quelques classeurs. Bien sûr, je ne pourrais pas me prétendre thérapeute. L'idée, c'est juste d'écouter les gens et de les conseiller, de leur apporter les bons renseignements. Pour les couples, que chaque partenaire ait l'occasion de parler devant l'autre de ses difficultés. Souvent, ils n'y arrivent pas sans l'aide d'une personne extérieure qui sert de prétexte à dire les choses. On parle au conseiller, mais on s'adresse à son conjoint. C'est la personne de l'autre côté du bureau qu'on regarde, pas celui ou celle dont on craint le jugement, la tristesse ou la colère. Du coup, c'est plus facile. Du coaching conjugal, en quelque sorte. Suggéra Léa. Oui, c'est ça. Quand ils ont des difficultés, les gens ne savent plus vers qui se tourner. La famille n'est pas forcément dispo, et même si c'est le cas, elle n'est pas neutre. La charge affective perturbe les échanges. Parler à un médecin, ça suppose qu'on se considère comme malade.
le psychanalyse fait peur. C'est une démarche lourde qui remet beaucoup de choses en question. Donc, l'alternative, c'est d'aller boire un bon thé à la menthe chez Malika pour vider un peu son sac. Ne crains-tu pas que les problèmes des autres finissent par te coller à la peau? S'inquiéta Paul. C'est un risque, en effet. On a beaucoup bossé là-dessus en formation. Il faut de l'empathie, mais sans tomber dans la compassion. La frontière est mince, mais la différence est énorme. L'empathie, c'est être à l'intérieur de ce que l'autre éprouve. La compassion, c'est souffrir avec. Le regard qu'échangèrent Paul et Léa en disait long sur leur admiration pour cet enfant du béton qui n'avait pas trouvé sa place, ou très difficilement, dans le système scolaire, mais faisait preuve d'une telle soif d'apprendre. Tu sais, pour le local, tu peux compter sur nous. Proposa Paul, sincère. La maison est assez grande, on s'organisera. Malika réfléchit quelques secondes. Merci pour ta proposition, Paul. C'est très généreux et ça me touche beaucoup. Mais je ne crois pas que ça marcherait dans un petit village. La démarche de chercher de l'aide n'est déjà pas évidente. Alors s'il faut en plus prendre le train ou la voiture, pour des gens de Colmar par exemple, 1 heure de trajet aller-retour pour un rendez-vous de 45 minutes, j'ai peur que ça fasse trop. Sauf s'il reste plus longtemps que 45 minutes. Suggéra Léa, les yeux étincelants. Non, il ne faut pas que le rendez-vous soit trop long, sinon la fatigue et l'énervement détériorent la relation. Les gens risquent de ressortir tendus et fâchés. Ça ne ferait qu'accentuer leurs problèmes. Surtout qu'en général, leur quotidien n'est pas rose. Justement, il faudrait peut-être que leur quotidien devienne plus agréable, au moins pour quelque temps. Glapit presque Léa, la voix tremblante d'excitation. Oh, toi, tu as une idée. Subodora Paul. Tu n'avais pas parlé de faire un gîte au-dessus de la boutique, papa? Si, ça serait chouette. Eh ben alors? Trépignait Léa. Bah alors quoi? Tu voudrais qu'on prenne Malika pour faire le ménage? Mais non, mais t'es à l'ouest ce matin, ma parole. Waouh! S'écria Malika qui avait suivi la pensée de Léa. Je crois que je comprends. Imagine que des gens qui en bavent dans leur vie quotidienne puissent trouver un endroit accueillant où on les dorlote, où on leur propose des activités saines et instructives, et où ils puissent parler avec quelqu'un qui sache les écouter et les conseiller. Et le repartirait gonflé à bloc. Sans compter qu'avec une séance par jour, on avance beaucoup plus que si ça s'étale sur des mois. Renchérit Malika. Si c'est l'univers quotidien qui aggrave les tensions, le mieux est de le quitter le temps de faire un travail sur soi. Sortir le nez du guidon. Être à l'écoute de ses propres besoins et plus attentif à l'autre. En moins d'1 heure, le concept était né. Les 3 complices devaient se faire violence pour ne pas élever la voix, tant leur enthousiasme débordait. Léo avait fini par s'assoupir dans son panier. Au programme du séjour, il y aurait des ateliers relationnels, bien sûr, mais aussi de la gym douce, des promenades en montagne, avec des repas en ferme auberge, et des initiations à la botanique. Laure était très calée, elle serait sollicitée pour partager son savoir. Monsieur Bauer pourrait présenter ses ruches varées et faire déguster son miel bio. On ferait des sorties à vélo pour visiter Münster ou Sulzbach et ses adorables maisons à colombage. En remontant, on ferait un crochet par la maison du fromage et le musée Albert Schweitzer à Günzbach. On proposerait des ateliers d'écriture pour que les hôtes formulent ce qu'ils souhaitaient changer dans leur vie. À moins que ça ne se fasse par du théâtre d'impro. On pourrait aussi lire de la poésie. Anne-Cécile s'y entendait mieux que personne. Ou même écrire. Et bien sûr, il y aurait tous les travaux habituels à partager. Le potager, les cueillettes, les confitures, les conserves selon la saison. Faucher, ratisser, faire du bois, pour ceux qui le souhaiteraient. On proposerait aussi des ateliers de cuisine saine et naturelle. Et puis, on pourrait ouvrir des noix, presser de l'huile. Le nouveau dada de Paul qui avait découvert peu avant Noël une meule et un pressoir sous une montagne de sacs en toile de jute au fond de l'appentis. Et pour que ça soit vraiment joyeux, il y aurait aussi chaque semaine une soirée festive avec Nussbaumer et ses potes rockers. Ils répétaient de toute façon tous les jeudis, davantage pour leur plaisir que pour améliorer un répertoire plus que trentenaire. Léa proposa aussi que la mère de son copain Louis vienne animer des ateliers d'aquarelle ou de land art. Elle était, paraît-il, très calée dans les 2 domaines. Il y a juste un blême. Intervint Malika, soudain dégrisée. Oui, lequel? S'enquit Paul. Toutes ces activités, et puis le séjour, tout ça, ça va coûter un max. Un ange passa. Moi, mon idée, c'était d'aider des gens en difficulté. Pas de faire un club med alternatif pour bobo péter de thunes. L'ange repassa, plusieurs fois. Je vais peut-être dire une connerie. Finit par intervenir Léa. Mais on est vraiment obligé de mettre un prix? Que veux-tu dire? Fit Paul, étonné. Imaginons juste, que les gens puissent donner ce qu'ils veulent, selon leurs moyens et ce qu'ils pensent avoir tiré de leur séjour. On aura sûrement quelques mauvaises surprises, mais peut-être aussi des bonnes. L'un dans l'autre, vous ne croyez pas que ça peut faire une moyenne honnête?
Et puis si tout le monde donne un coup de main pour la cuisine, la vaisselle, pour empiler du bois, passer le balai ou faucher le verger, on sera jamais vraiment perdant. Ouais, moi j'y crois. Lança Malika rayonnante. Mais bon, je n'ai rien à dire. Je ne suis qu'une squatteuse, c'est pas ma maison. Une squatteuse, tu plaisantes? C'est toi le pilier central du projet, je te rappelle. Et si on se lance, on sera tous dans la même galère. Mais c'est vrai ce que dit Léa, on ne risque pas grand-chose. Moi j'ai mon boulot, la maison ne nous coûte pas des masses, grâce à Lionel. D'ailleurs, il faudra lui demander ce qu'il en pense. Ça tombe bien qu'il débarque demain. Surtout qu'il y aura quand même un paquet de travaux pour faire les chambres à la boutique. Au pire, si on voit que ce n'est pas viable, ou qu'on se fait trop avoir, nous, on se contentera de faire un gîte, comme tout le monde. Et toi, tu ouvras un petit local sur Colmar, tes rendez-vous. Mais au moins, tu sauras où habiter. Sérieux? S'étonna Malika. Sérieux, on a besoin de toi ici. Léa sauta dans les bras de son père. Oh papa, t'es génial. Ça manque d'une vraie femme dans cette baraque. J'ai des montagnes de chaussettes à repriser. Mais quel macho. S'indigna Léa qui l'avait pris au sérieux. Si tu veux, je peux te montrer comment on fait. Proposa Malika sans se démonter. Et une fois que tu sauras vraiment t'y prendre, tu pourras t'occuper des miennes. Le trio rit à gorge déployée en se chatouillant et en se bousculant dans la cuisine. Le vacarme acheva de réveiller Léo qui se tortillait depuis 5 minutes dans son petit nid. De toute façon, ça allait être l'heure de la tétée. Chapitre 15. Sérieux? Vous voulez faire ça gratis? S'étonna Lionel en mastiquant son fromage quand ils lui eurent soumis le projet. Non, pas gratis. Rectifia Léa. Participation libre. On part du principe que les gens ne sont pas tous des égoïstes prêts à arnaquer tout le monde. Lionel fit une drôle de tête. Mais non, c'est pas... S'embrouilla lamentablement l'adolescente. 1 heure durant, tonton Lionel lui avait expliqué comment il avait, en une seule opération malheureuse, ruiné son crédit et sa réputation sur la place de Tokyo, voire sur toutes les places financières du monde, en pensant faire un bon coup bien juteux. Une histoire idiote d'ascenseur à renvoyer à un collègue qu'il imaginait au-dessus de tout soupçon et qui lui avait filé plusieurs fois des bons tuyaux. Pour l'heure, il attendait une convocation au siège de Blue Sky Life Limited à New York. On lui avait déjà signifié l'arrêt immédiat de leur coopération en stipulant qu'il serait bientôt contacté par leur service juridique. À Manhattan, une brochette d'avocats redoutables devait plancher jour et nuit sur un plan d'attaque destiné à lui faire payer le plus cher possible son imprudence. Ça sentait l'argent, la meute en salivait d'avance. Qu'il soit propre ou sale ne les inquiétait guère. Tu risques d'être licencié? S'était inquiété Léa. Même pas. Je ne suis pas salarié de Blue Sky. Je bosse en freelance. Mais ils vont me coller un procès au cul. Et là, ça va saigner. C'est Malika qui vola au secours de Léa, enlisée dans son embarras, furieuse d'avoir pu laisser entendre qu'elle jugeait son oncle, quoi qu'il ait fait réellement. Je crois que l'argent complique trop les rapports humains. Il en faut, bien sûr, mais à cause du fric, tout le monde risque un jour de faire quelque chose qu'il n'aurait pas voulu. C'est clair. Renchérit Paul. On est tous beaucoup trop dépendants. Je crois que je ne connais personne qui se leverait tous les matins si son boulot ne devait rien lui rapporter. Je veux dire s'il bossait juste pour le fun, ou pour se rendre utile. Tu oublies tous les bénévoles. Il y en a qui font un travail énorme. Rappela Léa. C'est vrai, mais en général, leur engagement, c'est juste un petit plus qu'ils offrent aux autres. Ils ont un boulot et un salaire à côté, ou une retraite. C'est déjà pas mal, non? Et puis, il faut bien vivre. Fit observer Malika. Sans pognon, ou sans les dons de ceux qui en ont, c'est juste pas possible. J'en sais quelque chose. Il fut justement question d'argent par la suite, lorsque l'équipe évoqua les travaux à réaliser au-dessus de la boutique. Contre toute attente, Lionel se montra très réceptif à l'argument des matériaux sains et locaux. C'est clair que si le but c'est le bien-être, il faut pas mettre des lambris en PVC et de la moquette synthétique. Acquiesça-t-il. En tant que principal, pour ne pas dire unique financeur, son avis comptait par-dessus tout. L'isolation renforcée serait réalisée en laine de bois et ouate de cellulose, les habillages intérieurs en bois brut, côté mur extérieur, et en enduit à la chaux pour les cloisons intérieures. Au sol, le plancher actuel serait simplement poncé et ciré. Une douche serait implantée à chaque extrémité, ainsi qu'un WC, en attendant la construction de toilettes sèches dans la cour, comme l'avait suggéré récemment Marco, le monsieur environnement au sein du CCC, devenu Mulbar Village en transition. Les fenêtres, majoritairement exposées au sud, seraient remplacées par du double vitrage, seules les 2 ouvertures des pignons par du triple vitrage en châssis fixe.
Par chance, le fort débord de toiture permettrait aux rayons solaires de pénétrer profondément en période hivernale, tout en maintenant la façade à l'ombre en été, lorsque le soleil est haut. Ils savaient construire, les vieux. Avait admiré Léa lorsque Paul eut fait cette observation. C'est clair qu'il valait mieux réfléchir à 2 fois dans un pays où on se les gèle 6 mois par an et où on cuit la moitié des 6 mois restants. Il faudrait aussi cloisonner l'escalier intérieur en bois, qui pour l'instant prenait naissance dans l'atelier, afin de le séparer du reste de l'espace et créer un sas d'entrée. Comme l'isolation performante dispenserait quasiment de chauffage, il fut décidé qu'on activerait simplement le poêle à bois de la boutique lorsque ce serait nécessaire, quitte à laisser alors les portes ouvertes pour permettre à l'air chaud de gagner l'étage. La question de l'électricité fit débat un moment au sein du groupe. Selon Malika, on pouvait carrément s'en passer et utiliser une chandelle ou une lampe à huile. L'ambiance n'en serait que plus chaleureuse et authentique. Mais on ne peut décemment pas accueillir les gens sans un minimum de confort. Avait plaidé Lionel. Et puis il faut quand même des prises pour brancher un radio-réveil ou charger son portable. Ah bah non, Avait intercédé Léa. le radio-réveil près du lit, c'est super mauvais. Et puis si les gens veulent se ressourcer, le mieux c'est qu'ils coupent leur portable. Ouais, on les confisquera à l'arrivée et on leur rendra sur le quai de la gare. Renchérit Malika, ce qui fit ben rire Paul. Bienvenue au Goulag 113. Pas de téléphone ni de courant dans les baraquements. Appel matinal tout nu dans la cour à 6h30. En rang par 4, mais ma parole, tu es une vraie dictateuse. Dictatrice ? Suggéra Léa. Facteur, factrice, dictateur, dictatrice. Logique. Moi je dirais dictatoresse. Proposa Lionel. Comme quoi, c'est vraiment un métier de mec. Il n'y a même pas de nom pour les filles. Fit mine de rouscailler Malika. Borne de macho. En tout cas, dictateuse ou pas, t'es vraiment une chieuse. Et ça marche bien au féminin. La taquina Paul, hilar. Il fut conclu que chaque pièce serait équipée d'un plafonnier à LED et d'une prise de courant bien loin du lit pour brancher l'aspirateur au besoin lorsqu'on ferait le ménage. Avec interdiction de recharger les portables. Insista Malika, ce qui lui valut une bourrade affectueuse de Paul. Comme aucune modification extérieure n'était prévue, le permis de construire serait une simple formalité. Vint alors la question du financement. Mes comptes au Japon vont être saisis, à mon avis, c'est une question d'heure. Informa Lionel. Mais quand on est dans la finance, on sait que rien ne vaut un bon vieux coffre en Suisse. D'ici qu'ils remontent la piste, les travaux seront finis et payés. Les Uriquois sont des gens discrets par nature, surtout quand on les paye pour la fermer. Après, si on les paye davantage pour l'ouvrir, sait-on jamais. Malika se racla la gorge bruyamment. Un souci ? S'enquit l'ex-trader. Je ne veux pas pourrir l'ambiance, mais si le gîte sert à blanchir du pognon, je préfère laisser tomber et retourner sous les ponts. Lionel accusa le coup. Je peux comprendre, Malika. Articula-t-il doucement après quelques secondes de silence. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais jusqu'à cette opération malheureuse qui m'a valu le plaisir de faire ta connaissance, je n'avais jamais rien fait de tordu. L'argent que j'ai mis de côté est le fruit de mon travail. J'ai pris des risques, toujours mesurés, et j'ai fait en sorte que mes spéculations fassent le moins de casse possible. Tondre le mouton en douceur, c'était ma devise. Tout le monde n'a pas de mes scrupules dans le milieu. C'est même pour ça qu'on me considérait comme fiable et mes placements comme particulièrement sûrs. Il eut un léger sanglot, mais se reprit immédiatement. Cet argent, je ne l'ai volé à personne. Ce serait dommage de ne pas en profiter, car il y en a un paquet. Mais pas pour longtemps. Je vais devoir lâcher un bel os aux Américains pour qu'ils ne me fassent pas la peau. Et plus je mettrai sur la table, plus j'aurai de chances de m'en sortir. Ensuite, cette maison, c'est tout ce qui me restera. Sauf si je me plante et qu'ils me la ratissent aussi. Mais les connaissants, ils ne se baisseront pas pour ramasser les miettes. Déjà pas mal pour des miettes. Souligna Malika. Tu en avais tant que ça? Tu ne peux même pas t'imaginer. 18 ans de carrière sans faux pas, ça fait pas mal de primes encaissées. Et dans mon milieu, c'est un peu plus que des pourboires. Et tu n'as jamais rien fait de tout ce fric ? S'étonna Léa. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Moi, je suis un joueur. Ce qui me fait bander, c'est l'adrénaline, la satisfaction d'avoir fait le bon choix et d'avoir gagné la partie, pas de rafler la mise. Un genre de trader bénévole en quelque sorte. Ironisa Malika, caustique. Non, on ne peut pas dire ça, Répondit Lionel sans sourciller. puisque j'encaissais mes primes. Mais je m'étais toujours imaginé qu'un jour,
je pourrais faire quelque chose de vraiment utile de cet argent. Genre t'acheter une maison dans la vallée de Münster? Taquina Paul, moins acerbe que Malika. J'avoue que je voyais un peu plus grand. Sourit Lionel, qui ne souhaitait manifestement pas entrer dans les détails. On ne peut pas dire que j'économisais, mais j'ai jamais ressenti le besoin de dépenser pour dépenser. À part quelques costards et de l'argent de poche pour sortir au resto ou me trouver des copines. Malika tiqua fortement à cette évocation. J'ai jamais dépensé un rond. L'appart, c'était dans la négo, avec Blue Sky. Je ne le payais pas. Je devais être un des seuls traders du coin à ne pas être accro aux bagnoles de luxe et à la coke. Croyez-moi ou non, mais je me suis toujours baladé en métro, parfois en taxi le soir, et je me suis jamais bourré le pif. Même si Malika n'avait pas paru totalement convaincue, elle s'était un peu détendue et avait abandonné son ton agressif. Excuse-moi pour tout à l'heure, je n'ai pas à te juger. Et j'ai oublié un peu trop vite que c'est à toi que je dois maintenant d'avoir un toit sur la tête. Je sais que c'est idiot, mais tu es le premier crédeur qui me tombe sous la main. Tu prends pour tous les autres. T'as pas de chance, c'est tout. Cette fois-ci, Lionel partit d'un grand éclat de rire, rapidement imité par le reste de la famille. Difficile d'apprendre à respecter ce qu'on a toujours haï. Ajouta Malika, philosophe. Mais je gère. Le soir, Lionel fut présenté à l'équipe de MVT-CCC qui lui fit un très bon accueil. Je suis, ou plutôt j'ai été trader, dit l'intéressé. Je n'y connais pas grand-chose à la transition, mais j'ai entendu parler de la finance solidaire. Un de mes potes expats a lâché la bourse pour devenir constructeur de maisons en paille. On s'envoie encore des mails de temps en temps, et il essaie de me convaincre de me lancer dans la banque éthique. Il voudrait me présenter des gens de l'Arche ou un truc comme ça. La nef? Suggéra Marco. Oui, c'est ça, la nef. Nouvelles économies fraternelles. Traduit Marco pour les profanes et les profs Anne, bien qu'il ne s'en trouvât aucun dans cette assistance. Ni de prof pas Anne, d'ailleurs, fait rarissime et probablement unique dans l'histoire de la transition. Oui, il s'agit de financer des projets équitables, humanitaires, sociaux ou environnementaux. Comme il savait que j'avais pas mal de fonds à engager... Les oreilles se dressèrent et les sourcils s'arquèrent. Oui, mais ne rêvez pas, les copains. Tout ça, c'était avant. Avant quoi? Inquisitionna Anne-Cécile, avide. Avant-hier. Les compères durent se contenter de cette réponse sibylline qui laissa la présidente sur sa faim. Bienvenue au club des excrésus, lança Paul, sarcastique. Ce fut Lionel, cette fois, qui parut étonné. Je t'expliquerai, lui glissa Léa. Du côté de la future microcentrale, les choses avançaient à grands pas. Laure avait dans sa manche une douzaine de personnes qui s'étaient dites vivement intéressées par le projet et seraient prêtes à investir le moment venu. 2 visites d'installation privée étaient d'ores et déjà programmées à Mittlar et Breitenbach pour le premier dimanche de février. La Pasteur avait également pris contact avec une coopérative d'origine suisse qui exploitait à Münster 3 grosses unités, jadis destinées à alimenter les usines textiles. Dans les archives départementales, Anne-Cécile avait retrouvé des plans faisant état d'un canal qui alimentait un moulin. Selon l'archiviste, un tel équipement s'accompagnait nécessairement d'un droit d'eau qu'il serait peut-être possible de réactiver moyennant un avis favorable de la police de l'eau. Elle avait pu faire des photocopies du document qu'elle plaça au centre de la table. « Eh, mais c'est la grange du vieux Bauer !» s'exclama Nussbaumer, habitué à lire les extraits cadastraux. « C'est vrai que le fossé qui longe son terrain a tout d'un ancien canal. Je ne sais même pas s'il est au courant. » C'est le cas de le dire. S'esclaffa Anne-Cécile. Doublement le cas. Renchérit Laure, qui démarrait toujours au quart de tour, même sans roue à aube ni alternateur. Pendant que Paul servait le jus de pomme, Léa présenta les grandes lignes du projet Gîte qui souleva l'enthousiasme du petit groupe. C'est un vrai éco-centre que vous allez faire. Jubila Marco. Il faut entrer dans le réseau des colibris. C'est quoi ces oiseaux-là? Pas chez nous, c'est plutôt des cigognes. Marmonna Nussbaumer. Vous ne connaissez pas les colibris? Alors je vais vous raconter une petite histoire. Proposa Monsieur Transition. Un jour, dans un pays magnifique, à la végétation luxuriante, où tout le monde vivait bien peinard en se gavant de fruits délicieux, le feu se déclenche et commence à se propager. Bien sûr, tous les animaux se barrent ventre à terre pour fuir le danger et abandonner leur petit paradis à son triste sort. Tout à coup, le tatou, qui court en tête du groupe, voit un petit colibri qui se pointe en sens inverse. Il s'arrête net et interpelle l'oiseau. « Et toi, le petit machin à plumes, va pas par là ?»
tu vas te cramer. Le colibri bat des ailes sur place et lui dit avec difficulté, parce qu'il a de l'eau dans son bec. Et vais lancer ma goutte d'eau sur le feu, et après irai en chercher un autre. À la vue de Marco mimant un colibri qui parle avec le bec plein d'eau, l'assemblée partit d'un fou rire dévastateur. Le conteur eut bien du mal à faire entendre la morale de son fabliau. N'empêche que si tout le monde faisait comme le colibri, au lieu de quitter le navire, ça éviterait la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Nussbaumer, qui n'en pouvait déjà plus, manqua de se rouler par terre. Paul se tapait sur les cuisses, Laure hoquetait en s'essuyant les yeux. Seule Malika avait réussi à garder un semblant de maîtrise. Super classe ton histoire, et tu la racontes trop bien. Mais devant son air ahuri et dépité d'oisillot tombé du nid, elle explosa à retardement et s'affala dans les bras de Léa. Après la tisane du soir, Lionel, vidé par les émotions du dernier jour et son vol transcontinental, demanda qu'on lui indique son lit. Paul lui proposa le canapé du bureau, que Malika avait occupé la veille et replié soigneusement au matin. Il n'avait pas réalisé, ou était-ce l'expression de son inconscient, qu'elle se retrouverait du coup sans matelas. « Et moi, je dors où ?» demanda-t-elle de sa voix douce lorsqu'ils se retrouvèrent seuls à la cuisine. « Veux-tu que je m'installe dans la salle à manger ?» Comme la plupart des maisons traditionnelles en Alsace, celle des Fischer ne comportait pas de salon. Le rez-de-chaussée était occupé par le cellier, la cuisine, la salle à manger appelée Stube et le WC. L'étage comportait 2 chambres, un petit bureau et la salle de bain. Excuse-moi, mais puisque tu vas rester longtemps, je me disais... fit Paul, rougissant. Veux-tu dormir dans ma chambre ? Ben, et toi ? Répondit Malika sans malice. Paul eut l'air embarrassé. Ça dépend de toi, bien sûr. Si tu veux, je peux dormir moi dans la stube, mais... Mais reprit la jeune femme, qui venait de comprendre et sentait son cœur s'emballer. Mais moi, j'aimerais bien dormir avec toi. Lâcha-t-il dans un souffle, en détaillant la pointe de ses espadrilles. Malika lui caressa la joue délicatement. Moi aussi, j'aimerais bien, mais j'ai peur que ce soit trop dur pour toi. Trop dur ? Tu es un homme, je suis une femme. Tu me plais beaucoup et tu le sais sûrement, mais... Mais quand je te disais que j'habitais avec Samira, je ne voulais pas dire chez Samira. Même si c'est son appart, bien sûr. Paul se sentit très ballot. Ah, oui, je comprends. Côté mec, vous devez être vaccinés tous les deux. Oui, bien sûr, mais je suis capable de... Enfin, je pense... Et puis si vraiment je... Parce que ça fait si longtemps, et toi, tu es tellement... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Malika rit doucement. Oui, je crois que je vois assez bien. Eh bien, eh ben, je me tournerai de l'autre côté. Allez, on essaye pour ce soir. Conclut Malika, ses yeux profondément plantés dans ceux de Paul, qui osait enfin la regarder. On verra bien. Chapitre 16. Le maire, en nage, s'essuya le visage à plusieurs reprises dans son grand mouchoir à carreaux avant de grimper sur l'estrade. Il faisait une chaleur accablante en cette fin septembre, et cela durait depuis des semaines. Pas normal. Bien que la réception ait lieu à l'ombre de l'ancien moulin, il était écarlate et soufflait fort, engoncé dans sa veste sombre qui semblait le congestionner. « Mes chers amis, lança-t-il en s'épongeant le front, c'est une belle journée aujourd'hui, et pas seulement à cause de ce temps estival. » Il y eut quelques rires. « Aujourd'hui, reprit l'édile, nous sommes rassemblés autour d'une poignée de citoyens de notre village et de la vallée, n'est-ce pas Marco, qui ont su regarder vers l'avenir, mais aussi vers le passé. Ils se sont rappelés que, jusqu'à la Première Guerre, c'est l'eau de la Fèche qui fournissait à notre village une grande partie de l'énergie dont il avait besoin, avec bien sûr aussi le bois de nos forêts et les bras solides des travailleurs. Ils ont fait des recherches et retrouvé... Déjà Paul n'écoutait plus le discours. Il couvait du regard la vis sans fin qui tournait gentiment dans sa goulotte avec un petit schlouf, schlouf, schlouf régulier. Pour l'instant, l'alternateur n'était pas raccordé. Il restait une visite de conformité à passer avant que l'installation puisse être connectée au réseau d'électricité. De toute manière, il faisait si sec depuis un mois que le pauvre débit du canal suffisait à peine à mouvoir l'installation, ne permettant pas dans ces conditions de produire du courant. Mais lorsque, durant l'hiver, on atteindrait les 3 mètres cubes par seconde que prévoyait le droit d'eau, près de 40 kWh d'électricité renouvelable et écologique jaillirait de l'armoire de contrôle. C'est à partir de mars que tout s'était subitement accéléré. L'accord de la police de l'eau,
L'entrée du vieux Bauer dans l'association, les résultats de l'étude technique financée par Lionel sur ses deniers personnels, les premiers devis, toute la partie théorique avait été montée en à peine plus d'un mois. En mai débutait le curage du canal. Les travaux de génie civil furent bouclés avant l'été. Heureusement, car juillet avait été tellement pourri que l'entreprise de travaux publics avait été contrainte de se mettre en intempérie, du jamais vu à pareille période. Les pluies diluviennes, le vent violent et le froid glacial, on avait eu du 4 degrés pour la fête nationale qui avait été annulée, avaient transformé le chantier en bourbier. Puis était venue la canicule qui avait craquelé le sol et aggloméré le fourrage déjà couché à terre par les pluies, impossible à faucher. Une catastrophe pour les éleveurs. Fin août, un camion grue avait posé la vis. Il avait fallu démonter au préalable la moitié de la toiture de l'ancien moulin. Les travaux, initialement prévus en juillet, avaient dû se faire en dernière minute par plus de 36 degrés. Le couvreur, après une cuisante tentative d'une demi-journée, avait décidé de travailler de nuit à la lampe frontale. Les membres de MVT s'étaient relayés à ses côtés pour passer les tuiles à la chaîne le long de l'échelle ou simplement lui tenir compagnie. À la mi-septembre, la partie électrique était installée et le canal remis en eau, ou du moins humidifié par le mince filet qu'il était encore possible de prélever dans la fechte. La vis tournotait depuis 2 semaines déjà, sans encombre. Pour le reste, le printemps n'avait pas été de tout repos non plus. Après une période de silence plus inquiétante qu'autre chose, les Américains avaient lancé leur attaque contre Lionel à la mi-mars. Ils n'avaient pas jugé utile de répondre aux propositions de négociation amiable de l'ex-trader qui n'avait même pas réussi à obtenir un rendez-vous avec la direction de Blue Sky Life Limited. « Vous serez contacté par notre service juridique en temps utile », se bornait à répéter en boucle la secrétaire du boss. Lorsque le service en question remit sa copie, l'addition fut plus salée encore que Lionel ne l'avait craint. En plus du remboursement des fonds évaporés dans les tuyaux de la machine mafieuse, le fonds de pension avait exigé rien moins que la restitution de l'intégralité des primes versées durant leur coopération, soit la quasi-totalité des revenus de Lionel depuis le début de sa carrière, plus la contre-valeur de l'occupation de ses logements successifs à Boston, Singapour, Sydney et Tokyo. Cerise sur le gâteau, les Américains réclamaient des dommages et intérêts qui doublaient quasiment la facture. C'était plus du triple de la somme déposée dans la banque de Zurich. Sachant que la nouvelle de sa déchéance avait fait la une de la presse économique et de plusieurs médias nationaux, Lionel ne pouvait même pas imaginer rassembler un jour ne serait-ce que la moitié du montant exigé. Il avait donc décidé de s'adjoindre les services d'un des meilleurs avocats d'affaires européens, un Libyen qui exerçait à Londres. Selon Maître Hafik, l'élément le plus facile à contrer était la restitution des primes versées et de la valeur du logement. En effet, les Américains se fondaient sur le fait que ces sommes avaient été indûment payées à un collaborateur malhonnête qui aurait abusé de leur confiance. L'avocat s'était fait fort d'établir que l'affaire ne devait en aucun cas porter sur la période antérieure aux spéculations malheureuses qui avaient causé la perte de son client. La partie la plus délicate à plaider serait celle des dommages et intérêts, car c'est bien le nom de ces commanditaires que Lionel avait associé, sans leur aval explicite puisqu'il avait carte blanche à cette opération douteuse. Il pouvait légitimement se prévaloir de la perte de réputation et du préjudice moral. L'avocat avait donc choisi de ne pas contester le montant réclamé, dont il acceptait naturellement le bien-fondé, mais de lui imputer plusieurs minorations. La première, basée sur l'image positive que Lionel avait contribué à bâtir par ses 20 ans de service irréprochable, qui ne pouvait qu'être portée à son crédit. La seconde, c'était la perte de revenus qui découlerait de cette affaire. On ne pouvait exiger de son client qu'il la paye 2 fois en vertu du principe d'interdiction de la double peine. Le premier à subir un préjudice, c'était lui-même, et contrairement au plaignant qui s'en tirait à peine un léger clapot, c'était pour son client un tsunami dont il ne se relèverait pas. La troisième et la plus hardie portait sur la publicité faite autour de l'affaire. Considérant que la surexposition médiatique avait entraîné une occurrence énorme de la trademark des plaignants dans les médias, cela constituait, selon Maître Hafik, une publicité colossale et entièrement gratuite. Selon le vieil adage du business, que l'on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de toi, c'est la seule chose que les gens retiennent, Blue Sky allait être sous les projecteurs durant plusieurs semaines, voire plus. Comme en plus les dirigeants du groupe avaient eu maintes fois l'occasion de souligner la transparence et la moralité de leur fonctionnement en chargeant intégralement le trader véreux qui les avait abusés,
ils en retireraient au final une aura d'innocence et de sincérité qui pouvait également être portée au crédit de leur bouc émissaire. Par ailleurs, maître Hafik avait réussi à obtenir des informations quant à une négociation très confidentielle qui avait précédé l'attaque du service juridique, d'où le silence des Américains durant les premières semaines. Elle avait eu lieu à Nassau au début février entre les plaignants et l'indique de Lionel qui avait racheté sa propre tête à prix d'or pour ne pas plonger à son tour. Mais ça, connaissant le pouvoir de nuisance du réseau mafieux qui le couvrait, c'était une botte secrète à utiliser avec la plus grande prudence, uniquement en cas d'absolue nécessité. Malgré les incertitudes liées à l'affaire, les travaux dans la boutique avaient démarré en mars, en même temps qu'était née, sur le papier du moins, la microcentrale. Lionel avait tenu à ce qu'il soit réalisé tant que ses avoirs en Suisse n'étaient pas gelés, sans quoi il ne pourrait plus garantir sa capacité financière. Il avait fait plusieurs virements conséquents sur les comptes de Léa et de Paul qu'il faudrait considérer fiscalement comme un don entre vifs et pour lesquels il y aurait des impôts à prévoir. Mais tous étaient d'accord qu'il n'était pas question de faire des navettes entre Zurich et Mühlbach avec des mallettes de billets comme le premier malfrat venu. De toute manière, il ne souhaitait pas payer les entreprises en liquide, même si ces dernières n'y auraient peut-être pas vu d'objection. Le CCC, devenu officiellement MVT début février, sous la nouvelle présidence de Marco, avait donné naissance à Mulwatt SAS, la société chargée de financer et d'exploiter la turbine, chose quasi impossible en mode associatif pour des raisons de redistribution des bénéfices. Lionel avait constitué sur ses fonds personnels le capital de départ pour payer le bureau d'études et l'acompte des travaux de génie civil. Fin mai, le tour de table avait permis de boucler le budget avec 106 700 € supplémentaires en part de 100 € répartis entre 124 petits porteurs de Mühlbach et environ, dont la commune qui avait pris des participations à hauteur de 15%. Si Lionel demeurait le principal actionnaire avec plus de 23%, il était loin de détenir un pouvoir de blocage. Le principe démocratique était pleinement respecté, conformément à la philosophie du projet. Il n'était d'ailleurs pas le gérant de la SAS. Nussbaumer, élu à l'unanimité, avait accepté cette charge. Disponible, pragmatique, expérimenté, il avait toutes les qualités requises pour ce poste, d'autant plus qu'il avait décidé de prendre sa retraite à l'automne et ne se voyait pas passer ses journées à plier des trombones, selon sa propre expression. Les travaux d'isolation de la boutique s'étaient achevés un peu après Pâques. Il avait été longtemps question de les étendre à la maison dans la foulée, mais Lionel devait impérativement conserver le plus de réserve possible pour contenter les vampires new-yorkais. Accessoirement, il lui faudrait aussi rémunérer maître Hafik, dont les services se révélèrent au final moins coûteux qu'il ne le redoutait. Lui aussi avait pas mal à gagner en termes de notoriété grâce à une affaire qui allait secouer le monde financier des mois durant, avec des conséquences que tous étaient loin alors d'imaginer. Lionel avait reçu début avril sa convocation à la première audience. Elle aurait lieu le 5 mai à New York. Il avait passé 3 jours à Londres, la semaine suivante, pour boucler le dossier avec maître Hafik. À Mühlbach, les 2 douches et les toilettes intérieures étaient désormais opérationnelles. Si tout se déroulait comme prévu, le gîte pourrait accueillir ses premiers hôtes dès le mois de juin. Restait à établir une stratégie de communication pour susciter les réservations. Malika et Léa, avec l'aide d'Anne-Cécile, avaient créé un site internet. À la faveur du printemps, elles avaient fait des photos plus qu'engageantes, accompagnées d'un descriptif de la philosophie du lieu et des activités. Mais le coup de pouce décisif était venu du correspondant de presse locale, l'ancien postier du Breitenbach. Il avait eu vent qu'un gîte allait ouvrir prochainement à Mühlbach et s'était emparé du sujet, faute d'avoir grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Très étonné par la formule « participation libre », il avait orienté son papier sur le côté novateur et généreux de cette formule de vacances revitalisantes pour tous, ainsi qu'il avait intitulé son article. Au lieu des habituelles pages locales, celui-ci avait paru dans le cahier Région du quotidien. La semaine suivante, 3 journaux nationaux et un magazine s'étaient proposés de présenter la boutique dans leurs colonnes, puisque c'est naturellement ainsi que les Fischer avaient baptisé leur gîte. Parallèlement à la faveur des articles, un buzz s'était développé sur Internet et les réservations s'étaient mises à pleuvoir. Hormis l'inquiétude quant au sort de Lionel, la petite communauté avait connu une période optimiste et joyeuse, rythmée, outre les horaires de travail ou de lycée pour Paul et Léa, par la renaissance saisonnière du potager, les travaux de la boutique, les réunions de MVT et les progrès quotidiens du petit Léo. Paul et Malika s'entendaient à merveille.
Plus d'un matin les avait vus se réveiller dans les bras l'un de l'autre, alors qu'ils s'étaient endormis la veille sans se toucher. Leur complicité n'avait cessé de s'épanouir au fil des jours et des semaines, si bien qu'ils passaient pour un couple aux yeux de tous, y compris de Léa dans les premiers temps. L'adolescente avait été très surprise que son père n'ait rien organisé pour la Saint-Valentin. C'est à cette occasion qu'elle avait appris la nature uniquement amicale de leur relation. « Je me disais aussi que vous étiez particulièrement discret au lit. » avait-elle commenté sobrement. Cela ne modifia en rien sa relation très proche avec Malika, qu'elle considérait depuis le début davantage comme une grande sœur que comme une belle-mère potentielle ou avérée. Elle comprit mieux alors que Malika retourne aussi régulièrement à Colmar auprès de Samira, parfois plusieurs jours d'affilée. Quant à Léo, même s'il n'avait à aucun moment été question de le baptiser, Léa était pour lui sans conteste une marraine aimante, prévenante et toujours disponible, en dehors des heures de cours bien entendu. Lorsqu'elle jouait avec lui, le promenait ou le dorlotait, elle oubliait quelque temps son appréhension à l'approche des épreuves anticipées du bac, en français et en SVT. L'audience du 5 mai, qui finalement s'était étalée sur 3 jours, avait été un cap éprouvant pour tout le monde. Entre les comptes rendus en temps réel et les sites d'information du web et les fréquents coups de fil de Lionel durant les suspensions de séance, ils étaient restés continuellement en haleine et avaient passé de courtes nuits du fait du décalage horaire. Le premier jour, le moral était tombé au plus bas. L'armada de Blue Sky Life Limited avait fait montre d'une telle force de frappe que même Maître Hafik passait en comparaison pour un avocaillon sans envergure. L'issue semblait toute tracée. Ils allaient dépecer leurs victimes comme des vautours en 3 coups de bec. À l'issue de la première audience, durant laquelle l'avocat de Lionel avait estimé normal et prévisible que ses adversaires réclament des dommages et intérêts dans leur plaidoirie solidement étayée, selon ses propres termes, le staff de Blue Sky se poussa du coude en ricanant dans les bancs de l'accusation. Dommage, la proie se couchait déjà, ça serait trop facile. Certains durent même être déçus. Le 6 mai, Blue Sky avait commis une erreur de débutant, sur laquelle Maître Hafik avait parié avec raison. Seuls 2 avocats s'étaient présentés à l'audience, et probablement pas les plus performants de l'équipe, le boss ayant considéré que l'affaire était pliée et qu'il n'y avait pas besoin de mobiliser inutilement ses meilleurs éléments. Maître Hafik était parvenu sans grande difficulté à obtenir que l'affaire soit circonscrite au seul fait postérieur à la manœuvre malheureuse de son client. Ce faisant, il avait déjà allégé l'addition de plus des 3/4 sans coup férir. L'avocat qui plaida pour Blue Sky le bien fondé d'un effet rétroactif fut très moyen. Il ne parvint pas, et pour cause, à convaincre la Cour que Lionel aurait abusé de sa carte blanche avant les faits qui lui étaient expressément reprochés, ni pour quelle raison ses commanditaires lui auraient laissé les coups des franches s'ils avaient eu le moindre doute quant à sa fiabilité. Plutôt que d'abattre d'autres cartes après cette première victoire et donner l'impression qu'il allait surfer sur la vague de son succès, Maître Hafik avait demandé à la Cour un délai de 24 heures pour parfaire son système de défense. Une fois encore, les 2 représentants de Blue Sky se méprirent, croyant que l'avocat jouait la montre parce qu'il avait tiré ses dernières cartouches et peinait à trouver des éléments valables pour construire sa plaidoirie. Plus méfiants que la veille, les vautours avaient cependant aligné quelques pointures lors de la reprise du procès, le 7 mai en début d'après-midi. Mais aucun de ces virtuoses du barreau n'avait anticipé le coup qui suivit. Si Maître Hafik ne parvint pas à obtenir gain de cause sur le principe de la double sanction, qui aurait pu dispenser Lionel de restituer les sommes perdues par Blue Sky, il fit mouche avec l'argument de la publicité gratuite, qui convainquit amplement la Cour. La ligne d'attaque, montée par Blue Sky sur le mode « blanche colombe innocente abusée par un vilain trader pourri », avait corroboré fort à propos son argumentaire. Du velours. La grande force du plan Hafik avait été de ne se battre à aucun moment sur la question de la responsabilité de Lionel Fischer, ligne de défense prévisible et fragile que Blue Sky eût pulvérisée sans peine. Pas davantage sur le fait que le fonds de pension ait pu s'estimer lésé. Maître Hafik avait habilement déplacé le débat sur un tout autre terrain. Une victime peut-elle utiliser sa position pour engranger des bénéfices confortables sur le dos d'un coupable présumé anéanti qui n'a plus que les yeux pour pleurer, à supposer qu'il ne soit pas obligé de les vendre pour payer ses dettes? C'est cette question que la Cour avait tranchée au soir du 7 mai, alors qu'en France on avait déjà passé minuit depuis longtemps.
Paul, Malika, Léa, Marco, Joël, Anne-Cécile, Nussbaumer et le vieux Bauer s'étaient regroupés autour de l'ordi portable de Paul, branché sur un site d'information boursière américain qui retransmettait le verdict en direct, l'audience étant publique et ouverte aux médias. C'était une volonté expresse de Blue Sky qui, en affichant de façon aussi évidente sa volonté de se faire de la pub, avait fourni à Maître Rafik le bâton pour se faire battre. À la question « M. Lionel Fischer est-il coupable d'actions spéculatives frauduleuses ayant porté préjudice à son commanditaire, le fonds de pension Blue Sky Life Limited ?» la réponse fut « oui ». Bien que nullement surpris par cette sentence, Paul avait dégluti difficilement, la gorge sèche. À la question « M. Lionel Fischer devra-t-il restituer à Blue Sky Life Limited les fonds engagés par lui à tort ?» la réponse fut « oui ». Tous les Fischer de naissance ou d'adoption avaient senti une chape de plomb s'abattre sur leurs épaules. C'était tout juste si Lionel avait réussi à se rassurer un peu en croisant le regard confiant que lui avait adressé son avocat. Certes, ses avoirs en Suisse couvriraient cette somme, mais tout allait dépendre de l'évaluation du préjudice moral et économique subi par ses commanditaires. Sur ce point se jouerait son éventuelle condamnation à mort ou pas loin. Concernant les dommages et intérêts que réclame Blue Sky Life Limited au titre de la perte de réputation et du préjudice moral, la Cour considère qu'en leur qualité de victimes, les plaignants ont bénéficié d'une importante publicité positive puisque leur responsabilité propre n'a été engagée à aucun moment. Le fait de cumuler à ce bénéfice de notoriété un bénéfice financier serait donc abusif. Par conséquent, la Cour rejette la requête en dommages et intérêts déposée par Blue Sky Life Limited. La clameur qui s'était élevée alors dans la Stube n'eut rien à envier à un match de Coupe du Monde de football. Sûr qu'à l'étage supérieur, Léo avait dû faire un salto dans son berceau. Mais le meilleur restait à venir. En ce qui concerne l'astreinte de remboursement des fonds engagés abusivement, la Cour considère que par ses 20 ans d'action au service de Blue Sky Life Limited et les profits que M. Lionel Fischer a permis à ses commanditaires de générer, un abattement de 50% pourra lui être consenti, la somme restant à sa charge. Lionel n'en crut pas ses oreilles. Pendant que Maître Rafik lui donnait l'accolade, il calcula que le montant de sa dette représentait à peine 37% de ses avoirs en Suisse. Dès le lendemain, il allait donc pouvoir tenir la promesse qu'il s'était faite dans l'avion entre Tokyo et Paris. Exception faite du montant des travaux de la boutique, tout ce qu'il parviendrait à sauver de son trésor de guerre serait intégralement reversé sur le compte de la nef, afin que ses bénéfices exorbitants puissent enfin servir à des actions constructives. Alors, il se sentirait enfin libre. Si des passants avaient pu entendre la famille Fischer chanter la Marseillaise à plein poumon à 3 heures du matin le 8 mai, ils auraient pu s'étonner à juste titre que des citoyens zélés mettent tant d'ardeur à commémorer l'armistice. Mais pour cette poignée d'Alsaciens plus ou moins de souche, la victoire, contre les Américains cette fois, était plus inespérée encore que celle de 1945. 5 jours plus tard, le clan Fischer avait inauguré la boutique rénovée en présence de ses premiers hôtes, un couple de retraités normands sans soucis conjugaux ou personnels particuliers, mais qui avaient été subjugués par le courage de ces gens, offrant à leurs clients de fixer eux-mêmes le montant de leur participation. Ils furent enchantés par leur séjour, la découverte de cette magnifique vallée et des multiples activités proposées par les Fischer et leurs amis. On n'était jamais venu par ici, avait expliqué M. Dallot. On avait entendu dire que les gens n'étaient pas sympas et qu'ils comprenaient à peine les Français. Paul avait souri à l'évocation de ce cliché classique, dont il avait lui-même été victime vis-à-vis de son propre grand-père. Du reste, les Dallot avaient fait spontanément la démonstration du bien fondé de la participation libre. La somme qu'ils laissèrent à leur départ excédait de moitié le tarif habituel des gîtes dans la vallée. Les applaudissements tirèrent Paul de ses souvenirs. La petite centrale de Mulbach, son petit canal déviant l'eau d'une petite rivière, avait inspiré à monsieur le maire un discours fleuve. Dommage qu'il ne soit pas possible d'exploiter cette énergie-là pour en faire du courant. En sa qualité de président de MVT, Marco fut beaucoup plus bref. Il souligna l'importance de la réappropriation par les usagers des modes de production énergétique, insista vivement sur la nécessité de revenir à une plus grande sobriété, mais une sobriété heureuse souhaitée, dans nos habitudes de consommation, afin de ne pas compromettre notre confort futur, voire notre survie.
Il conclut son allocution par une citation de Pierre Rabhi, le père des colibris. C'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain. En tant que gérant de Mulwatt SAS, Nussbaumer eut l'honneur de clore les discours, ce qu'il fit de manière particulièrement concise en désignant le buffet dressé par les amis de MVT. Vous? Je sais pas, mais moi je meurs de soif. Il fut le plus applaudi des 3 orateurs. Chapitre 17. Le lendemain de l'inauguration de la turbine, de violents orages éclatèrent, mettant fin à la canicule insoutenable qui assommait la région depuis plusieurs semaines. Le niveau de la Fecht monta en l'espace de quelques heures. Le canal, fraîchement curé et consolidé, cracha rapidement les 3 mètres cubes secondes escomptés. Nussbaumer fit le forcing pour obtenir au plus vite la visite de conformité et le raccordement au réseau, tandis que Marco se désolait de toute cette énergie perdue, faute de pouvoir enclencher l'alternateur sur le champ. Le vieux notaire, désormais retraité, dut se montrer particulièrement persuasif, car il ne fallut qu'une dizaine de jours pour obtenir la précieuse homologation et 1 semaine supplémentaire pour finaliser le raccordement et entrer en phase de production. Entre-temps, les orages avaient fait place à une petite pluie fine et obstinée. Le débit était retombé d'1 tiers environ dans le canal, mais suffisait à produire 24 heures sur 24 une bonne trentaine de kilowatts avec la régularité d'un métronome. Le vent et les premières chutes de feuilles apportèrent la contrainte de maintenir dégagée la grille de protection en amont de la centrale. Le vieux Bauer, sur qui on pouvait compter pour les travaux d'inspection, conformément à sa nature observatrice, se révéla un contrôleur efficace et zélé. Râteau en main, il traquait la moindre brindille qui venait se plaquer contre l'avaloir. Lui vivant, il n'y aurait pas d'incident de ce côté. Tout au plus dut-il par ailleurs espacer ses tournées d'inspection dans le village, au risque de ne découvrir qu'avec plusieurs jours de retard que les Meyer avaient repeint leur portail ou que les Kempf avaient fait poser des fenêtres de toit. La révision du procès de Lionel fixé au 30 octobre approchait à grands pas. Bien entendu, Blue Sky Life Limited avait fait appel du jugement initial à la mi-mai. Maître Hafik avait informé les Fischer que dans l'intervalle, 3 organisations altermondialistes, ulcérées par l'hypocrisie des spéculateurs américains, s'étaient constituées partie civile et seraient à leur côté pour ce 2e round. Elles profiteraient de la réouverture du dossier pour dénoncer le pouvoir néfaste que les fonds de pension détiennent sur les places financières et sur l'économie en général. Elle s'était offert le concours de l'avocat danois Sven Halstrud, cauchemar de Wall Street, sorte de chevalier Bayard incorruptible qui pourfendait depuis 4 ou 5 ans les traders sans scrupules et les lobbies financiers trop gourmands. La compétence et l'efficacité d'un Hafik, mais avec des convictions farouchement anticapitalistes et la rage froide de ceux que rien n'arrête. Selon un accord plutôt surprenant, passé avec les altermondialistes, il ne facturerait ses honoraires qu'en cas d'échec, la victoire dont il ne doutait pas suffisant largement par elle-même à sa rétribution. Il ne chercherait pas à perdre pour autant. Lorsqu'il apprit par maître Hafik que Lionel, à peine sauvé en première instance, avait donné tous ses biens à la nef pour se consacrer désormais à l'animation d'un gîte alternatif en rétribution libre, il explosa d'enthousiasme, ravi de faire cause commune avec un type aussi givré. Justement, à la boutique, l'expérience réussie de contribution volontaire que les Fischer avaient connue avec les Dalloz s'était reproduite à chaque fois et quasiment dans les mêmes proportions. Semaine après semaine, les invités, comme on les nommait désormais, rivalisaient d'enthousiasme et de générosité au moment de payer leur écho. Plusieurs d'entre eux, apprenant incidemment que Lionel n'était autre que le Lionel Fischer, proposèrent d'augmenter encore leurs dons au cas où il aurait des soucis lors du procès en appel, même si leur soutien serait forcément très symbolique au regard des sommes en jeu. Après s'être longuement concertés, les Fischer avaient pris une étrange décision. La participation financière des invités serait plafonnée au tarif légal des gîtes classiques. Pour ceux qui, comme les Dalloz et la plupart de leurs successeurs, souhaitaient malgré tout aller au-delà, il leur serait proposé de garnir à montant égal 2 cagnottes. La première serait destinée à payer la formation complémentaire de Malika, qu'elle envisageait d'entreprendre à la rentrée suivante. La seconde serait mise à disposition des invités pour qu'ils en fassent l'usage qui leur conviendrait. Par exemple, payer leur propre séjour à la boutique s'ils n'en avaient pas les moyens. Ils pouvaient également la transmettre, telle qu'elle, augmentée ou minorée à leur guise, aux prochains hôtes.
les Fischer acceptèrent l'éventualité qu'elle puisse aussi un jour disparaître, en espérant seulement que si cela venait à se produire, elle servirait à une juste cause, comme un projet personnel, un geste généreux ou l'annulation d'une dette. Ce matin-là, sous une pluie pénétrante, Malika achevait de sortir les patates du potager en compagnie de Frank et Martina, un couple de quinquagénaires allemands passionnés de permaculture. La tâche était rendue plus complexe par le fait que la terre mouillée collait aux tubercules, qu'il fallait racler soigneusement avant de les déposer dans les grandes corbeilles en osier. S'arc-boutant en danseuse sur les pédales d'un grand vélo hollandais, un gaillard longiligne en parka, bermuda et sandalettes gravit péniblement le raidillon, refusant manifestement de mettre pied à terre, malgré l'effort violent qu'il en coûtait. Malika posa ses outils et courut à sa rencontre. « Bonjour. Ça le temps pour faire du vélo, non ?»« Non, c'est bon pour moi. Les ancêtres de moi étaient des parapluies. J'ai beaucoup habitude. » répondit-il avec un accent que la jeune femme ne sut identifier. Elle se demanda s'il s'agissait d'une plaisanterie, d'une erreur de traduction, ou si ce type ruisselant était un peu percuté du bocal. « Vous voulez entrer, vous mettre au sec ?»« Oh, c'est gentil de vous. Mais si maintenant je rentre, après je ne pédale pas encore plus. » Pourquoi? Vous ne pensiez pas rester? Très vraiment, si je bien voudrais, ici c'est bien la boutique. Oui, c'est bien ça. Confirma Malika. Mais vous n'avez pas réservé. On a du monde en ce moment, c'est complet. Ah, dommage. Je pas avais prévu vraiment aujourd'hui ou autre jour. Je pensais juste essayer si j'ai la chance. Vous êtes de passage, en fait. Oui, vraiment. C'est ça, de passage. Pour longtemps? 1, 2, peut-être nuit. Malika pensa au canapé du bureau. Lionel s'étant installé à demeure dans la deuxième chambre du gîte dès les travaux achevés, le convertible était donc à nouveau disponible. Léo, quant à lui, dormait dans la stube, la pièce la plus tempérée. Entre la cuisine trop chaude et les chambres un peu fraîches, c'était le meilleur compromis. De toute manière, il n'était pas question de laisser ce gaillard-là dormir à la belle étoile par ce temps. Avec sa dégaine, même pas sûr qu'on l'accepterait dans une chambre d'hôte ou un hôtel, qui ne serait probablement pas dans ses moyens. « C'est bon, on vous garde, » fit-elle avec un grand sourire. « Allez, venez au chaud, ça mouille et ça caille dans ce foutu pays. »« Caille ?» répéta le cycliste avec une moue. « Ça veut dire qu'il fait froid et qu'il faut aller à l'intérieur. »« Ah non, caille, seulement un tout petit peu. J'aimerais faire encore vélo quand le jour est assez. J'ai vu sur carte que pas loin est le grand ballon. Très beau, ça semble. »« Le grand ballon? Avec ce vélo-là » fit Malika, incrédule. « Mais ça grimpe, c'est tout en haut de la montagne. » mima-t-elle comme si elle s'adressait à un tout petit enfant, un tout petit peu limité qui plus est. « Vous allez mettre 5 heures. » L'homme rit de bon cœur. Vous, très gentil, restez. Mais pas de souci pour moi avec 5 heures vélo. Et je bien habitué à vélo comme celui-là. Vélo de champion, pas pour moi. Pas je suis Lance Armstrong. Mais une chose, je peux demander, est-il possible de laisser ici à faire pour pas porter pour rien? Oui, bien sûr. Déjà, il lui collait dans les bras son sac à dos dégoulinant de pluie. Merci. Ce soir, je viens alors. Mais vous n'emportez rien pour manger à midi? Je pas mange à midi. Déjà fait ce matin et prochain repas ce soir très joyeusement, dit-il en resserrant la jugulaire de son casque. Et à boire? J'ai gourde pleine de mon vélo, de la fontaine, lança-t-il par-dessus son épaule en dévalant la côte. Ciao. Malika retourna au potager auprès de Frank et Martina qui avaient continué tranquillement à s'occuper des patates. Elle aurait bien échangé quelques commentaires sur ce cycliste original, mais elle ne parlait pas un mot d'allemand, et eux très peu de français. Heureusement que Paul, mais surtout Léa, se débrouillaient bien, sinon ils auraient été condamnés au silence ou au mime rehaussé d'onomatopée. Elle se dit que c'était vraiment dommage de ne pas mieux maîtriser les langues, et se fit la promesse de s'y mettre sérieusement. « Hunger » demanda-t-elle à Martina en se frottant le ventre. « Ja, schon. » acquiesça l'invité. « J'ai bon faim. Que nous faisons pour manger ?»« Dis-le en allemand, » suggéra Malika en articulant lentement. « Il faut que j'apprenne. »« Na, gut. Ja, ich habe schon Hunger. »
Was kochen wir heute? Pataten? Fit l'apprentie germaniste radieuse en désignant son panier. Kartoffeln. Corrigea Frank avec un sourire. Le cycliste refit son apparition largement après la tombée de la nuit, comme Paul et Léa venaient d'arriver de la gare. Il était presque 19 heures. Il appuya son engin contre la palissade du potager et entra sans se faire prier. D'autorité, Malika lui servit une grande tasse de tisane. Il y en avait toujours une pleine bouilloire, au chaud sur le coin de la cuisinière à bois. Léa lui tendit une serviette et il se frictionna de bon cœur. Je ai perdu, moi trop bête. La carte est dans le sac à dos resté dans la maison ici. Et comment avez-vous fait pour nous retrouver? Demanda Malika. J'ai des gens demandé dans le village où Mulba arrêté. Sans doute j'ai fait grand détour car ils ont fait drôle de tête. Plus 3 heures ensuite seulement, je suis ici arrivé. Mais facile avec panneau pour indiquer Mastera. C'était quoi le village? S'enquit Paul. Avec un O au début. Oberbreitenbach? Non, Osenbach? Essaya-t-il, même si c'était peu probable. non, autre chose c'était. Oran? Suggéra Malika, blagueuse. Ça, non, déjà j'y étais. J'aurais reconnu. Rétorqua le cycliste, pince sans rire. Pas Obermanchwir quand même. Non, un autre nom. Paul chercha un instant. En haut, il ne lui venait que des noms de villages un peu trop éloignés pour être atteints en 8 heures aller-retour. Obernai, Oberaslar, Olting, Oberscheffolsheim. Il eut une inspiration subite. Oderen? Oui, Odoren c'était. Ah la vache! Lâcha Paul. C'est loin? Demanda Léa. Un peu, oui, il a carrément descendu sur le mauvais versant. C'est au fin fond de la vallée de Tannes. Tu m'étonnes qu'il ait les beaux mollets. Mollet? Interrogea-t-il. Bonne jambe! Traduit Malika en tapotant son propre mollet. Comme Lance Armstrong? Oui, mais moi seulement je prends de l'eau bonne. Précisa-t-il avec un grand rire. Mais maintenant aussi autre chose. Je veux bien prendre. Ajouta-t-il avec une grimace éloquente. Dans la stube, Frank finissait justement de mettre la table, au centre de laquelle trônait une grande casserole de soupe, une miche de pain et une assiette de barricasse. Wir können essen. Appela-t-il à la cantonade, alors que Martina venait de revenir de la douche, sa serviette enturbanée autour de la tête. Lionel, pas là? S'enquit le cycliste. Vous le connaissez? Non, pas directement, mais je entendais parler de lui par un ami de moi. Il a dit, lui, habite ici. Il est parti faire du bois en forêt avec un copain. S'il n'est pas encore là, c'est qu'ils doivent dîner ensemble. Mais il ne rentrera certainement pas tard. La réponse eut l'air de satisfaire le gaillard. Alors, vraiment, chacun peut ici venir comme lui veut? Oui. Confirma Malika. En général, il vaut mieux réserver si on veut être sûr d'avoir sa chambre. Mais ne vous en faites pas, on arrivera à vous caser. Vous devez dire moi si c'est pour vous un problème. J'ai très peu avec moi de l'argent. S'il faut, je peux avoir aussi une autre fois parce que j'ai bon job. Mais en ce moment, je travaillais sur projet qui pas encore rapporte. Alors je suis allé faire un peu du vélo pour nettoyer ma tête. Ça serait cool si je pourrais rester un peu. Aucun problème. Lança Malika gaiement en faisant glisser vers lui la cagnotte des invités. Ça, c'est ce que les gens ont voulu laisser à ceux qui passeraient ici après eux. Tu peux l'utiliser comme tu veux. On passera le reste au suivant. Il souleva le couvercle et poussa une étrange exclamation qui, dans le contexte, devait se traduire par quelque chose comme « Oh my God !» ou pour rester français, « Nom d'une pipe !» auquel les non-fumeurs convaincus et les prudes préféreront « Pas le sang bleu, diantre, bordel de merde » ou quelque chose d'approchant. Mais vous avez pas la peur que des gens prennent tout l'argent de vous et partent sans merci dire? Nous, on a choisi de ne pas avoir tout le temps peur, répondit Malika. J'ai assez donné en ce qui me concerne. Franchement, ça n'apporte pas grand-chose à part d'être mal et de faire de mauvais choix. Un long silence s'installa, pendant lequel l'homme parut peser chacune des syllabes de la jeune femme. Les cuillères se mirent en action, car chacun avait des bonnes raisons de se sentir en appétit. Bien qu'affamé, le cycliste mangeait très lentement, savourant chaque bouchée, les yeux fermés.
Cela intrigua Malika, qui ne parvenait pas à le quitter des yeux, se demandant une fois de plus si elle n'était pas en présence d'un demeuré. On ne t'a pas encore demandé comment tu t'appelles, Observa Léa. Ah oui, vrai, tu dis. Pardon que je me suis pas présenté. Moi, je suis Sven. Sven Halestrud. Chapitre 18. À la mi-octobre, l'essentiel des récoltes était achevé. Les compotes, confitures et conserves s'alignaient sur les rayonnages de la cave en prévision de la mauvaise saison. On commença la cueillette des pommes, exercice pour lequel Sven s'avéra particulièrement efficace. Son allure de grand singe aux bras interminables se doublait justement d'une agilité exceptionnelle. Un sac en toile de jute en bandoulière, il voltigeait de branche en branche avec un plaisir manifeste et y enfilait prestement les fruits qui se trouvaient à portée de sa main. Depuis 6 jours qu'il avait débarqué à Mulbach, il n'avait quasiment jamais été question du procès. Pourtant, Lionel ne semblait pas inquiet. Un gars aussi adroit que Sven saurait certainement comment s'y prendre le moment venu. Et s'il se montrait aussi opiniâtre au prétoire qu'à vélo, Blue Sky avait effectivement du souci à se faire. Il peaufinait probablement ses plaidoyers tout en s'adonnant aux tâches quotidiennes, car il suspendait parfois son geste, l'air préoccupé, puis redémarrait brusquement en marmonnant des choses inintelligibles en anglais ou en danois. « Il est marrant ce type !» fit remarquer Malika le dimanche matin au réveil, alors qu'elle s'étirait devant la fenêtre. « Il est couché à poil dans l'herbe, ça doit cailler grave !» Probablement qu'il se connecte à la terre, répondit Paul, qui n'arrivait pas à s'arracher au confort du lit tiède. Il paraît qu'on peut emmagasiner une force dingue à travers la peau, par simple contact. Moi, c'est pas la force de la terre que j'aimerais sentir sur ma peau, fit la jeune femme songeuse. Paul se leva et vint jeter un regard par la fenêtre. Ça fait longtemps que tu n'étais pas à Colmar. C'est que je pense qu'il vaut mieux pas en ce moment. Malika expliqua que son ami avait rencontré quelqu'un depuis plusieurs semaines. Apparemment c'était sérieux, puisque Samira songeait à quitter son appartement pour s'installer avec elle dans le centre-ville. « Mais ça doit être dur pour toi, » compatit Paul. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Si c'était arrivé il y a 1 an, je crois que j'en aurais crevé. Mais là, c'est bizarre. C'est autre chose. Ma vie, maintenant, c'est ici, près de toi. » Sur ces derniers mots, sa voix avait tremblé imperceptiblement. Elle s'était approchée de Paul. Elle eut un frisson. « Tu as froid ?»« Oui, un peu. Si on retournait sous la couette. » Joignant le geste à la parole, elle s'enfila entre les draps. Quand Paul l'eut rejointe, elle se frotta contre lui avec la souplesse d'un chat. « On est bien tous les deux, non ?» Paul ne répondit pas. Son cœur le fit pour lui. Il était persuadé que les battements devaient emplir la pièce. Il fixa longtemps Malika, lui caressa le visage et, tout doucement, posa ses lèvres sur les siennes. Les hurlements de Léo mirent rapidement fin à leur élan. Lorsqu'ils dégringolèrent l'escalier en chemise de nuit, mi-hilar, mi-gêné, ils trouvèrent le bambin dans les bras de Sven, qui faisait les 100 pas pour tenter de calmer son impatience, tandis que Léa préparait la table du petit déjeuner. Elle décela immédiatement un éclat particulier dans le regard de son père. Malika rayonnait plus que jamais en donnant le sein à son fils. « J'ai raté quelque chose » chuchota-t-elle au creux de son oreille en lui servant sa tisane. Le sourire énigmatique qu'elle lui retourna confirma son intuition, mais elle n'en apprit pas davantage sur l'heure. C'est en les voyant s'embrasser fougueusement derrière l'appentis en milieu d'après-midi qu'elle sut ce qui mettait Paul et Malika en joie. Sûre que c'était tout frais, la veille, elle n'avait encore rien perçu d'inhabituel dans leur relation. Il leur aurait donc fallu un peu plus de 9 mois. Le plus drôle est qu'ils avaient partagé le lit tout ce temps. Les heures leur parurent bien longues jusqu'au soir. Sven prit congé des fichères le lendemain, en promettant de revenir bien vite. Il plaidait le surlendemain à Turin une affaire d'attribution frauduleuse de marché public. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, assez il avait argent avec lui grâce à Bon Job, et garnit généreusement les 2 cagnottes. 11 jours les séparaient encore du procès en appel. Après le départ de Sven, le calme apparent de Lionel se lézarda rapidement. Il ne tenait pas en place, se montrait irascible. Seule la présence dans son environnement de Candice, une séduisante bordelaise venue avec son mari Luc profiter des conseils de Malika, parvenait à l'apaiser quelque peu. Il faisait, devant elle, la meilleure figure possible, et parvenait même à se montrer spirituel. Nul doute que la jeune femme lui avait tapé dans l'œil.
Sachant qu'elle était là pour donner une dernière chance à son couple moribond, la tentation fut grande de tirer parti de la situation. Ce qu'il fit le 3e jour du séjour des Bordelais. Sur les coups de 19 heures, Lionel et Candice quittèrent la boutique dans le Brec, sans la moindre explication. Malika les entendit rentrer à 4 heures du matin, manifestement éméchés. Les bruits caractéristiques qui s'échappèrent ensuite de la cuisine ne laissèrent guère de doute sur la façon dont ils avaient décidé de conclure leur longue soirée. Au matin, Luc disparut de bonne heure pour une balade solitaire à vélo. Bien sûr, ni Candice ni Lionel ne montrèrent le bout de leur nez avant midi. Malika fulminait à petit feu depuis 8 heures lorsqu'elle croisa ce dernier dans le couloir. Elle ne s'était pas rendormie après leur retour en fanfare. Elle avait les yeux cernés et les lèvres pincées. Alors là, je dis bravo. Un couple vient passer une semaine chez nous pour se raccommoder, et toi tu baises la femme. Splendide. Et tellement classe. Merci Lionel. La réponse fut non moins cinglante. Et toi, tu veux bien t'occuper de ton cul au lieu de faire chier les autres? C'est pas parce qu'il t'a fallu 1 an pour dégeler mon frangin qu'il faut que tu t'en prennes à ceux qui s'éclatent. On est des adultes. Et on n'a pas de leçon à recevoir de maman Malika. Tu crois que tu peux faire des miracles, c'est ça? Mais Candice, elle se fait chier depuis 12 ans avec ce con de Luc. Il était bien temps qu'elle puisse s'amuser un peu. Tu es lamentable. Siffla Malika entre ses dents. Je sais que tu as la pression en ce moment, mais de là à faire payer ceux qui t'aiment et te soutiennent depuis le début, c'est vraiment petit. Non mais t'as quel âge? On se demande qui soutient qui. Vous êtes bien gentils, tous, avec vos petits légumes et vos séances de psy à 2 balles. Mais sans ce gros con de Lionel et son sale fric, vous seriez à la rue, bande de nazes. Le poing de Malika vola et vint s'abattre sur le nez de Lionel, trop vite pour qu'elle parvienne à bloquer son geste, qu'elle regrettait déjà. Il poussa un cri de goret, tandis qu'un filet de sang dégoulinait le long de son menton. Bien gentil, oui, c'est ça. Excuse-moi d'avoir été sympa avec toi. Si tu y tiens, ça peut encore changer, pauvre con. Articula-t-elle sans élever la voix, mais d'un ton plus acéré qu'une lame de rasoir. 20 minutes plus tard, Luc rentrait de sa virée à vélo. Sans un mot, il fit ses bagages, les fourra dans le coffre et grimpa dans son coupé sport, les dents serrées. Candice le rejoignit 3 minutes plus tard, l'air défait, et il démarra dans un crissement de pneus. Ils étaient les premiers à quitter la boutique sans laisser 1 centime, sans un au revoir ou une accolade. Dans la chambre, ils avaient déposé les 2 cagnottes en évidence sur le lit défait, complète, avec ce sympathique commentaire « Adieu les ploucs ». Lionel pleura tout l'après-midi. Malika réalisa seulement à ce moment que Candice avait été sa première relation depuis 10 mois. Il devait avoir fichtrement besoin d'un peu de compagnie galante, lui qui était gros consommateur de femmes, puisque consommer était bien le terme adéquat. Elle se promit de lui témoigner un peu plus de compréhension et d'affection que lors de leur passe d'armes du matin. À ce stade, le fait qu'il puisse être jaloux du bonheur béat qu'affichait son frère depuis quelques jours ne l'avait même pas effleuré. Le stress du procès avait bon dos. Sur les coups de 6 heures, elle alla gratouiller à la porte de Lionel. Il lui ouvrit et la fixa en silence, manifestement plus triste que fâché. Son nez, tuméfié, était violacé, cassé sans doute. Elle s'approcha de lui, les bras ouverts. Il ne se fit pas prier pour un bon gros hug qui lui permit de déverser le demi-litre de larmes qui lui restait en stock. Après 3 bonnes minutes d'étreinte silencieuse, Malika prit la parole, de sa voix douce, toujours serrée contre lui. « Je suis désolée pour ton pif. C'est mon côté fille des banlieues de sortir tout de suite les arguments chocs. Je regrette ce que je t'ai dit ce matin. Je sais que nous te devons énormément, aucun doute là-dessus. Je voulais te redire que je t'aime beaucoup. Ce matin, je l'ai formulé maladroitement. C'est vrai que tu as bien droit, toi aussi, à un peu d'affection et de plaisir. À beaucoup, même. » Mis à part le nez amoché de Lionel, l'incident ne laissa que peu de traces dans la vie de la petite communauté. Des soirées compotes en étiquetage de bocaux, le reste du mois d'octobre passa à une vitesse folle. Le départ pour New York était fixé au matin du 29. 3h20 pour atteindre Paris en train, plus les 8h30 de vol. Avec les formalités d'embarquement et la récupération des bagages, il fallait compter 15 heures. Le temps d'aller à Strasbourg à pied, commenta Paul. Mais pas le même bilan carbone, fit remarquer Léa. Le soir du 27 octobre, tout MVT était là pour souhaiter bonne chance à Lionel. Léa avait organisé en douce une petite fête,
l'avant-veille du départ, estimant à juste titre qu'il ne serait pas raisonnable de se coucher tard le 28. Plus que du procès à venir, il fut rapidement question du travail de Malika et de la difficulté d'entretenir une relation. Nussbaumer soutient qu'un amour vrai, même enfui, peut nourrir et illuminer tout le reste d'une vie. Cela émut grandement Léa, qui repensa à sa liaison trop courte avec la maman d'Anne-Cécile. Laure releva que le manque d'amour était la source de la grande majorité des peines qu'on lui confiait de façon plus ou moins explicite dans son travail pastoral. Une union, ça se prépare, ça se construit, que l'on souhaite passer ou non par une cérémonie officielle. C'est le problème avec les relations de fait. On y entre par hasard avec l'insouciance des premiers émois et on fait l'impasse sur une vraie réflexion quant au sens qu'on donne à son engagement. En parlant, on se rend compte qu'on partage rarement la même vision de sa vie de couple. On peut apprendre à découvrir ses propres attentes, celles de l'autre, et les accueillir avec confiance et bienveillance, plutôt que de se rendre compte après des mois ou des années qu'on ne se comprend plus et d'en déduire hâtivement qu'on est incompatible. Le vieux Bauer, qui était de la partie et n'avait pas sa langue dans sa poche, estima quant à lui que tout ce bazar de sentiments et compagnie, c'était une perte de temps et qu'il fallait laisser ça aux jeunes cons qui n'ont pas grand-chose d'autre à foutre dans la vie. Anne-Cécile réagit au quart de tour. « Mais t'es grave, Gustave !» s'insurgea-t-elle avec un tutoiement qui surprit tout le monde, d'autant plus qu'aucun n'aurait su dire si Bauer se prénommait effectivement ainsi. On l'appelait Bauer, comme on appelait Nussbaumer Nussbaumer. Mais c'était probable. Hormis Anne-Cécile et le vieux notaire, personne ne savait qu'il s'appelait effectivement Gustave, qu'il était veuf et avait beaucoup souffert de ne pas avoir eu d'enfant, ce qui l'avait rendu un peu misanthrope sur les bords. Jusqu'à ces derniers mois en tout cas. L'amour, c'est tout ce qui rend la vie supportable. Poursuivit-elle en plantant son regard ardent dans celui de l'octogénaire. Sans amour, on est tout seul. On a froid, on est triste, on est sec. Et je vous raconte même pas si on est en manque de plaisir. C'est dingue. Le sexe est le truc le plus agréable et le plus intéressant dans l'existence, et on n'y passe même pas 1% de notre temps quand tout va bien. On en consacre plus à se brosser les dents ou à faire la vaisselle. Il faut vraiment croire qu'on est maso. En même temps, on ne peut pas non plus passer sa vie au lit, objecta Paul, avec comme une pointe de regret dans la voix. On n'a pas besoin d'être au lit pour faire l'amour, rétorqua Anne-Cécile. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de baiser pour faire l'amour. Ce qui compte, c'est l'envie partagée, les petits gestes, les regards. Et ça peut être tout le temps, pas seulement le samedi soir entre 22h et 22h15. Ne me dis pas que tu penses tout le temps au sexe, intervint Malika. On dit que c'est les mecs qui sont comme ça. Pas tout le temps, non. J'ai parfois des moments de distraction. Et quand je vois un homme qui me plaît, là oui, ou une fille d'ailleurs. Malika ne fut pas celle qui rougit le moins à cette réponse. Elle poursuivit néanmoins. Mais on ne peut pas désirer tout le monde, ce serait vraiment le bordel sur terre. Et pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'on a une petite pensée cochonne comme ça en passant qu'on est obligé de coucher à droite et à gauche. Ouf, la morale est sauve. Se réjouit Nussbaumer. Tu acceptes quand même l'idée de la monogamie. Mais oui, bien sûr. Quand on s'engage, il faut respecter sa parole. N'empêche, reprit-elle provocatrice, si je ne m'étais pas bêtement laissé bassiner par Laure au sujet du mariage, je m'offrirais volontiers quelques moments torrides avec un beau mâle comme Paul. Malika était prête à sortir les griffes. Paul, écarlate, manqua de s'étouffer avec un bout de bretzel. Relax, ma belle, je ne vais pas te le croquer, ton doudou. Fred se débrouille plutôt bien pour ce qui est de satisfaire mes désirs. Tant qu'il tient le coup et qu'il y arrive sans trop se forcer, je suis la plus heureuse des femmes. Joël jeta à Anne-Cécile un regard plein d'envie, sûre qu'elle aurait donné beaucoup pour être capable d'un tel culot, d'une telle grâce dans la désinvolture. Mais même si son physique n'avait rien à envier à celui de la jeune maman, au contraire, son visage à elle trahissait un sérieux manque de fantaisie. Croyant à tort que la séduction était affaire de code, elle les respectait scrupuleusement. Trait de crayon sous les yeux, rouge à lèvres, un peu de fond de teint. L'ensemble n'était pas laid, mais il lui manquerait toujours ce grain de folie qui permettait à d'autres, comme Anne-Cécile, d'être irrésistible même avec 15 kilos de trop, en étant mal habillée ou avec les cheveux gras, voire les trois. Elle, on la trouvait sympa au mieux, mais jamais sexy. On n'imaginait pas à quel point elle pouvait être gourmande de plaisir. Depuis son veuvage, ses rares étreintes polluées par l'énergie du désespoir n'avaient jamais dépassé pour ses partenaires le stade de l'erreur vite oubliée. Elle passait à la rigueur pour un lot de consolation. Ce qui rend une femme vraiment attirante, ce n'est pas son propre désir, mais celui qu'elle suscite autour d'elle. Pour Anne-Cécile, une sorte d'évidence. Pour Joël et tant d'autres, la frustration garantie.
Une lettre de Sven arriva le 28, manuscrite, dans une vraie enveloppe, avec un timbre dessus. Typique de l'avocat qui se méfiait du téléphone et d'Internet, à juste titre peut-être, dès lors qu'il s'agissait de sujets sensibles. Il y expliquait en substance qu'il avait pu étudier plusieurs cas de traders ayant mordu à l'hameçon d'indices véreux, dont le rôle était d'attirer des capitaux sains vers des sociétés fictives qui servaient de pompe à fric pour des gros bonnets du crime organisé. Le souci était que certaines victimes, dans l'espoir de se refaire, finissaient par intégrer le réseau et blanchir de l'argent avec la bénédiction plus ou moins explicite de leur commanditaire, souvent plus respecté que respectable. Lorsque ça tournait mal, c'était le trader qui servait de fusible. Il n'était pas rare que ce dernier explose en plein vol fort opportunément d'une overdose ou d'une sortie de route. Lorsque l'affaire émergeait malgré tout, elle était généralement assez vite enterrée, car le monde de la finance n'aime pas trop le poil à gratter. Il était d'autant plus surprenant qu'une major comme Blue Sky se pique subitement de jouer les vierges effarouchées. Mal en prit effectivement au fonds de pension new-yorkais. Les vautours du service juridique pensaient mettre Lionel à genoux, voire l'acculer au suicide. C'était compté sans la combativité et la détermination de Sven et de maître Hafik. L'enquête qu'ils avaient menée au sujet des indices véreux dont celui qui avait abusé Lionel fit souffler un vent de tempête du tribunal jusque sur les places boursières. Selon les éléments dont ils disposaient, bon nombre de poids lourds de la finance avaient été ou étaient encore impliqués dans de telles malversations. Des noms commencèrent à circuler dans les médias, qui firent leur chou gras de ce scandale bien juteux. La procédure en appel fut un triomphe pour Lionel et ses alliés. Non contente de débouter Blue Sky de sa demande réitérée de dommages et intérêts, la Cour ordonna un complément d'enquête. Elle saisit la SEC, Securities and Exchange Commission, qui dressa rapidement une liste noire à partir des indications de Sven. La tempête se fit ouragan. Les places boursières furent prises de panique. En quête de valeurs refuges, les spéculateurs ordonnèrent des mouvements de capitaux d'une ampleur inouïe dans l'histoire de la finance mondiale. La plupart des titres s'effondraient. D'autres, sans qu'on en connaisse la raison exacte, furent l'objet de toutes les convoitises et atteignirent des sommets vertigineux avant qu'une nouvelle rumeur ne les fasse tomber en disgrâce et qu'ils perdent tout crédit en quelques heures, voire quelques minutes. Les traders, pourtant habitués à un niveau de stress élevé, devinrent comme fous. On pouvait devenir multimilliardaire à midi et ruiné à 15 heures. Face à cette fièvre dévastatrice, le système tout entier vacillait sur ses bases pourries. Chapitre 19. Curieusement, le fait divers passa quasiment inaperçu au milieu de la tourmente politico-socio-médiatique causée par l'affaire Blue Sky. L'avocat danois Sven Alstrud, dont le nom resterait associé au procès Fischer et au crash boursier consécutif, avait été victime d'un accident de la circulation quelques jours après son retour à Copenhague, début novembre. Renversé par un camion alors qu'il quittait son cabinet à vélo sur les coups de 19h30. C'est maître Hafik qui avait répercuté l'information jusqu'à Mulbach, sans quoi les Fischer n'en auraient probablement rien su. Lui-même craignait désormais pour sa sécurité et prévoyait de se mettre au vert quelque temps chez un ami au Brésil. Les effets de la crise boursière se firent rapidement sentir, même dans la vallée. Certains produits, sous l'effet de la panique spéculative, devinrent hors de prix, à commencer par le blé, le riz, l'énergie. À la mi-novembre, le prix du mètre cube de gaz avait doublé, le litre de gasoil avait franchi les 3 €, le fioul domestique les 2,20 €, et l'hiver n'avait pas encore commencé. Dans certaines régions du globe, le pain avait quintuplé en 15 jours. Des émeutes de la faim éclatèrent dans les capitales africaines et sud-américaines. On ne comptait plus les pillages et les actes de piraterie. Partout, police et armée tentaient péniblement de sécuriser les ports, les entrepôts, les centres commerciaux. À Mulbach, où la farine provenait d'une minoterie toute proche qui travaillait des blés de la région, la hausse fut beaucoup plus légère. Mais la part croissante des coûts de transport et du gaz de cuisson eurent rapidement raison de cette apparente stabilité. Fin novembre, la baguette avait triplé de valeur. Fort heureusement, la fréquentation de la boutique ne pâtit pas de la crise, bien au contraire. Non seulement les visiteurs annoncés se présentèrent comme prévu, mais de plus en plus de demandes affluaient. Lorsqu'Internet n'était pas perturbé, chose qui se produisait de plus en plus fréquemment, il recevait une quantité incroyable de messages demandant s'il était possible de passer plusieurs semaines, voire un mois ou deux, en échange de coups de main, d'argent, de semences potagères. Je n'en peux plus de répondre à tous ces mails. Se plaignit Léa un soir au dîner. Ce serait peut-être le moment de te libérer de cette corvée, suggéra Paul.
De toute façon, le planning est quasiment complet sur 1 an. Je propose de mettre une réponse automatique. Intervint Lionel. On peut dire que nous sommes pleins pour toute l'année prochaine et que les inscriptions se feront durant la première quinzaine d'octobre pour l'année suivante. Tant qu'à faire, demandons que les gens fassent leurs propositions de date par courrier. Dit Malika. On classera les demandes par semaine, on en sélectionnera une par créneau et on y répondra avec une lettre type où il n'y aura que les dates à compléter. En une soirée, ce sera plié, au lieu de dépendre d'Internet et d'y passer des siècles. Vendu, approuva Paul. Il faudra aussi penser à expliquer cette organisation sur le site web. Tant qu'il fonctionne. Après, on verra bien. Il restera toujours le bouche à oreille. Pour les fichères, qui utilisaient peu leur voiture et produisaient une part importante de leur alimentation, la question prégnante était celle du bois de chauffage. Leur stock de sec suffirait amplement pour l'année à venir, mais que se passerait-il ensuite si tout le monde se mettait à piller la forêt pour se chauffer? Lionel, qui escomptait une sortie de crise rapide, était d'avis de ne pas trop s'en faire. Selon lui, le problème venait de ce que l'économie entière fonctionnait à flux tendu et que personne ne possédait de stock tampon. La pénurie ne peut pas s'installer durablement, c'est mathématique. Analysa-t-il en économiste averti. Chacun a intérêt à ce que l'activité se maintienne et les ressources n'ont pas diminué, ou à peine. C'est juste leur distribution qui pose momentanément problème en raison d'une demande accrue. Mais tout ça va se lisser progressivement. Certains comprendront qu'ils peuvent toucher une clientèle énorme en pratiquant des prix inférieurs à la moyenne, même s'ils restent plus élevés qu'avant la crise. Donc, leurs concurrents vont s'aligner pour ne pas perdre leur part de marché, ce qui entraînera une nouvelle baisse, et ainsi de suite, jusqu'à un retour à la normale. Tout dépend de ce que tu appelles la normale. Observa finement Léa. Pour beaucoup, la normale, c'est déjà beaucoup trop cher. Ça a toujours été. Objecta son oncle. La répartition équitable, ça n'existe pas. Même dans les pays de l'Est, il y avait des inégalités. Mais je t'accorde que l'effondrement du communisme ne les a pas réduites, loin de là. Les riches sont infiniment plus riches, et les pauvres encore plus pauvres, et surtout beaucoup plus nombreux. Par un curieux paradoxe, le point faible de la théorie de stabilisation mécanique qu'avançait Lionel, c'était l'argent. Tant que ce dernier circule dans l'ensemble de la machine de façon fluide et régulière, il agit comme un lubrifiant. Les rouages sont graissés et tournent sans peine. Qu'ils viennent à manquer, ne fût-ce que dans une partie, c'est la surchauffe, et tout se bloque. En l'occurrence, les mouvements de capitaux anarchiques des dernières semaines avaient asséché des pans entiers du mécanisme. Pas d'argent, pas de matière première, surtout si elle renchérit brutalement. Pas de matière première, pas de production. Pas de production, pas de travail. Pas de travail, pas de salaire. Pas de salaire, pas de consommation. Pas de consommation, pas de commande, donc pas de production, pas de bénéfice, pas d'investissement, pas de salaire, etc. Le cercle infernal. Le responsable? Un système trop tendu où personne n'a plus les moyens de faire le gros dos le temps que l'affaire se passe et où les actionnaires trop gourmands refusent de se montrer un peu plus sobres quand tout va mal. Le contraire de la résilience. Dirait Marco quelques jours plus tard à la cellule de crise impulsée par MVT. La petite équipe s'était réunie comme à l'accoutumée dans la Stube des Fichères. Le couple d'invités bourguignons était parti visiter Colmar by Night et reviendrait par le dernier bus vers 22h30. Joël avait fait savoir qu'elle aurait une grande nouvelle à annoncer. Chacun espérait, sans trop y croire, qu'elle serait bonne. Le maire avait été convié, car tous étaient conscients qu'il allait falloir se serrer les coudes dans les prochains temps. Il ne suffisait plus de bricoler chacun dans son coin. Lorsque tout le monde se fut embrassé ou salué, on prit place autour de la grande table. Marco, en sa qualité de président, déclara la séance ouverte. L'annonce que fit Joël dans la foulée n'avait rien de réjouissant. Sa boîte s'apprêtait à mettre la clé sous la porte. Pour l'heure, elle était au chômage technique, mais les lettres de licenciement allaient tomber sous peu. Le carnet de commandes était plein, mais les matières premières n'arrivaient plus qu'au compte-gouttes. Les charges de fonctionnement avaient explosé, ne permettant pas de maintenir les tarifs du catalogue, sauf à travailler à perte. « Je vais avoir plein de temps à consacrer à MVT », conclut-elle avec un pâle sourire. « Ne t'inquiète pas, pour ce qui est de bosser, on te trouvera de quoi », assura Laure. Il y a juste du côté salaire que ça risque d'être de ceinture. D'ailleurs, je crois que monsieur le maire a pas mal de choses à nous dire. Hé, Hubert, répliqua l'édile. Il vaut mieux qu'on ne s'encombre pas trop avec des détours inutiles, vu ce qui se prépare. En tout cas, merci de m'avoir invité ce soir. Quand vous avez commencé à parler de votre histoire de turbine et tout ça,
J'avoue que je me suis dit, encore une bande d'écolos ulibéralus. Mais bon, tant qu'ils ne font de mal à personne. Il y eut des échanges de sourires dans l'assistance. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai un peu révisé ma position. Continua Hubert. Je n'avais jamais réalisé à quel point tout ce qu'on considère comme acquis tient à peu de choses. On passe des heures de réunion à se battre sur des détails, mais l'essentiel nous échappe. Et l'essentiel, c'est quoi pour vous? Intervint Marco. L'essentiel, c'est de faire en sorte que tous les villageois puissent vivre dans les meilleures conditions possibles. Même si ce n'est pas nous qui payons leur loyer ou leur plein de fioul, on doit tout faire pour que chacun s'en sorte au mieux, avec les moyens dont nous disposons. Et surtout, maintenir l'équilibre financier de la commune. Je peux vous dire que de ce côté-là, ça n'est pas gagné. Je pense proposer une série de mesures lors du prochain conseil. Mais je voulais en parler avec vous avant, comme vous êtes un petit peu les têtes de Mulbar. D'ailleurs, un de mes adjoints vous a baptisé les têtes de mule. M-U-H-L, bien sûr, pas mule. Dans sa bouche, c'était plutôt un compliment. Ou presque. En tout cas, moi je suis content et soulagé de compter des gens comme vous parmi mes administrés. Des citoyens clairvoyants et responsables qui soient prêts à entendre et comprendre mes propositions. Un silence plana quelques instants. Les membres de MVT étaient certes flattés de l'estime que leur témoignait le maire, mais mesuraient également l'ampleur des enjeux. Il va falloir faire des économies drastiques à tous les niveaux, prévint celui-ci. Mais si je monte avec des mesures pareilles au conseil municipal, sans préparer le terrain, ça va être la révolution. J'ai besoin de votre soutien. Il va y avoir quelques mécontents. Et quelques heureux. Objecta Laure, qui manifestement était dans la confidence de ceux qui allaient suivre. Oui, c'est vrai, sourit Hubert. Par exemple, je vais proposer que nous fermions l'école quand la température tombe sur les 5 degrés. C'est-à-dire 6 mois par an. Calcula Anne-Cécile, qui exagérait à peine. Oui, reprit le maire. Mais bon, ce ne sera pas les grandes vacances pour autant. J'ai mon idée sur un relogement possible. Il faut juste que l'éducation nationale accepte, mais à mon avis, il n'y a pas trop le choix. Il reste un peu plus de 1500 litres de fioul dans la cuve. Il n'est pas question de les cramer en 2 mois. Surtout que nous n'aurons pas les moyens d'en racheter au prix où il est. Et il va encore monter, pronostiqua Paul. Il est même question de supprimer un train sur 2 pour les mêmes raisons. Alors qu'on en a d'autant plus besoin maintenant que beaucoup ne peuvent plus payer le plein de leur voiture. Je crois que ça va se faire dès le 1er décembre. Pour l'école, on va déjà commencer par y remettre l'ancien poêle à bois. On l'avait récupéré pour les ateliers municipaux, qui se passeront de chauffage le temps qu'il faudra. Eh bien, nous n'aurons plus besoin de la fermer dans ce cas, intervint Nussbaumer. Si, justement, si on voulait la maintenir ouverte en continu, il faudrait des quantités de bois astronomiques. Il vaut mieux assurer. On tournera au bois en demi-saison pour garder le fioul qui reste. Et on fermera par temps froid. La classe pourrait se dérouler au foyer protestant. Laure et moi avons estimé que c'était une bonne solution. Ce sera le seul lieu public chauffé en permanence. Nous tiendrons aussi les conseils municipaux. La commune assurera le chauffage au bois. On a vu qu'on pouvait installer en quelques heures la chaudière à bûches récupérée dans l'ancienne maison forestière qui a été vendue l'an dernier. Elle produit aussi de l'eau chaude. Ce sera nickel pour faire l'entretien et la vaisselle s'il y a des fêtes. Le gros souci, c'est les églises. Ce sont les 2 bâtiments les plus gourmands de la commune. Là, ça va vraiment grincer dans les chaumières. Mais je propose qu'on arrête carrément de les chauffer. Pour les cultes et les messes, ce sera au foyer. Puisqu'il n'y a pas classe le dimanche, on demandera à chaque gamin de pousser sa table sur le côté le samedi et de la remettre en place le lundi matin. Ce n'est pas la mer à boire. Mais les mariages, les baptêmes, les enterrements, c'est pas possible sans église. Réagit Joël. Il faudra bien pourtant. Les mariages et les baptêmes, ça se prévoit. Ils auront lieu à la belle saison. Pour les enterrements, je sais que ce sera difficile à encaisser pour beaucoup. Mais il faudra que les gens s'habillent chaudement. Pas tant froid, il faudra faire court. Waouh, ça va être rude pour les petits vieux. Releva Anne-Cécile. C'est sûr. Admit Hubert. Mais on pourra difficilement faire autrement. Et puis, le christianisme a existé avant les chaudières au fioul. Il faut croire qu'à une époque, c'était possible, alors qu'on n'avait pas inventé la fibre polaire et le Gore-Tex. À la mairie, on montrera l'exemple. Seul le bureau de la secrétaire au rez-de-chaussée sera chauffé au gaz pour l'instant.
Mais il est équipé en double vitrage et on va l'isoler efficacement avec le stock de laine de bois qui reste du chantier de la salle de sport. Celle-là, il va sans dire qu'elle sera fermée jusqu'au printemps. Dernier poste d'économie, et non des moindres, pas de déneigement hivernal cette année. L'an dernier, ça nous a coûté plus de 13 000 €, rien qu'en fonctionnement. Et je ne vous dis pas la facture, quand il faudra remplacer le chasse-neige. C'est un luxe qu'on ne pourra plus s'offrir. De toute façon, il y aura beaucoup moins de voitures sur les routes. Ceux qui habitent en hauteur, ajouta-t-il en regardant discrètement en direction de Nussbaumer, devront prendre leur disposition et laisser leur voiture au village. On véhiculera ponctuellement quelques personnes avec le vieux Land Rover des pompiers, en cas de force majeure. Avec 2 paires de chaînes, il passe partout. Le vieux notaire fit la grimace, mais s'abstint de tout commentaire. En revanche, et c'est là que ça va plaire aux gosses, reprit le maire, je vais demander aux parents de les garder chez eux s'il y a trop de neige, ou qu'il fait en dessous de moins 5 degrés. Ça se fait depuis des lustres en Allemagne, pour limiter les dépenses énergétiques et réduire le bazar sous les routes. Apparemment, vous avez pensé à tout. Souligna Marco. Mais vous ne nous avez pas dit en quoi vous comptiez sur MVT. J'y viens. Je pense que cet hiver, de nombreuses personnes auraient intérêt à quitter leur logement pour quelques mois, et à se regrouper là où il y a de la place et moyen de se chauffer. Il faudrait faire un inventaire des besoins, trouver les familles d'accueil, à chacun ensuite de s'arranger pour les compensations financières. On va devoir se serrer dans les maisons? C'est ça votre proposition? Reformula Joël. Oui, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée. En même temps, ça risque d'être vachement sympa. Souligna Malika. Les gens étaient repliés sur eux-mêmes. Chacun restait scotché tous les soirs devant sa télé, à se lamenter devant toutes les misères du monde. Là, on va se reparler, faire la cuisine ensemble, échanger des recettes, rigoler. Les grands-mères pourront raconter des histoires aux petits, leur apprendre des chansons ou leur faire des tartes. Votre enthousiasme fait chaud au cœur, Malika. Mais j'ai bien peur que tout le monde ne voit pas les choses sous cet angle. Pas tout de suite, c'est sûr. Appuya Paul. Mais à l'usage, ils découvriront qu'il y a finalement autant à gagner qu'à perdre, voire plus. Moi, je veux bien prendre des invités chez moi. Intervint Anne-Cécile. On chauffe au bois et on a de quoi voir venir. C'est cool, ça me fera du babysitting pour Émilie quand on voudra sortir le soir. Il faudra juste qu'ils acceptent de ne pas porter plainte s'ils me voient à poil dans la maison. J'aime trop me retirer la touffe devant le poêle quand je bouquine. Si les compères de MVT se formalisaient plus depuis belle lurette des provocations de leur ami, le maire roula des yeux effarés. « Moi, je veux bien venir avec les enfants, » annonça Laure. « Toi ?» Ben oui, le presbytère est inchauffable. Et puis, vivre à 3 dans 280 mètres carrés, c'est franchement absurde. À mon arrivée à Mulbach, j'avais bien proposé à l'abbé Kretz de venir habiter avec moi, mais je crois que je l'ai un peu traumatisé sur ce coup-là. Même si le curé était un homme plutôt ouvert et tolérant, l'imaginer cohabitant avec une protestante divorcée et plutôt jolie dépassait effectivement les limites du concevable. Ma foi, je crois que c'est une super idée. Conclut Anne-Cécile. Toi au moins, tu n'iras pas te faire des idées si je me lâche un peu. Ça, tu n'en sais rien. Laissa tomber la pasteur, alors que le maire s'épongeait nerveusement le front. Bon, de ce côté, ça semble réglé. Trancha-t-il. Il nous reste à organiser les autres groupements. On va procéder comme pour un recensement. Chacun se prend un quartier et essaie de voir qui peut accueillir et qui aurait besoin d'être accueilli. Ensuite, super important, il faudrait les conseiller quant aux affaires à emporter. Pas question d'un déménagement. La consigne sera comme pour une semaine de vacances. De toute façon, il faudra qu'ils passent fréquemment chez eux pour qu'on ne puisse pas repérer trop facilement les maisons inhabitées. Sinon, il y aura des cambriolages. Il faudra aussi prévoir des rendez-vous avec les ouvriers communaux pour que nous passions leur éteindre le chauffage correctement et purger toutes les canalisations. Il ne faut pas rigoler avec ça. Si c'est mal fait, il y aura des conduites et des radiateurs explosés par le gel. Ça risque même de faire claquer les têtes de réseau d'eau et les compteurs. Vous imaginez le désastre au dégel? Moi, je reste chez moi. Prévint le vieux Bauer qu'on n'avait pas encore entendu. Il faut que je surveille la centrale. Rappela-t-il avec son fort accent alsacien. Même si vous voulez m'envoyer quelque chose, les nénettes, se chauffer la touffe devant la cheminée, moi, je m'occupe déjà de fendre le bois.